Et oui, sans plus attendre, bonjour à tous. Hola los amigos. Bonjour tout le monde. Nous avons un guest très spécial aujourd'hui. Faut lui donner un nom C'est d'ailleurs. mon voisin chez moi, à Burj Khalifa, dans le bâtiment. D'ailleurs, il faut qu'on ramène un autre guest aussi. Je ne sais pas si on peut citer son nom. On y arrivera. Alors, comment tu t'appelles? Ilan. Ilan, d'accord. Ilan, avec le masque de Jean Jambon. Putain, tu dégalasses tout. Ouais, t'inquiète. Non, mais continue, tes conneries là, vas-y. Bon, de toute façon, on est en live. Hein. On remplace l'émission d'Anouna. Qu'il faut boycotter. Ah bah là, on a des suiveurs à lui prendre. Là, hein. Ouais. Il en a perdu pas mal, des spectateurs. Ouais. Donc aujourd'hui, ça va être un épisode sur la métaverse, sur la crypto. On a fait 2 épisodes avec une personne qui a fait un montage, mais à la fin, il l'a pas très très bien fait, donc à la fin, on a tout perdu. Et là, on refait ça, mais avec 1 milliard de nouvelles informations qui sortent dans la crypto. Donc, alors vas-y, bon, je vais tenter une perche. C'est quoi alors là, on est le 22 novembre. C'est quoi l'information? Vas-y, non, je t'en prie. C'est quoi l'information la plus choquante du marché de la crypto? L'information la plus choquante, elle est tombée hier. Bon, on aurait dû s'y attendre. On vient de sortir CZ de Binance. Voilà, c'est Binance qui est le directeur, Le le CEO, le owner. Enfin, c'est le owner, hein, c'est le créateur. Ah, c'est le créateur. Ouais. C'est lui qui s'est occupé de faire grossir Binance. Incroyable. Donc il s'est fait virer et il risque 18 ans de prison. Voilà. 18 mois. 18 mois? Yes. C'est pas 18 ans? Non. Ok. J'aime bien remixer. De toute façon, voilà, c'est pareil. Pour lui, à mon avis, vu qu'il vit la vie de rêve et d'un coup, il se retrouve en prison. Qu'est-ce qu'on lui reproche? Déjà, il faut savoir que Ilan, il a une autorité quand même. On t'a invité pour parler de ce sujet-là parce que c'est ton domaine. Ouais, après, une petite présentation. C'est pas anodin, quoi. On t'a pas ramené pour parler crypto juste parce que t'es le voisin de Ben. C'est vrai. C'est ton métier. Ouais, c'est aussi un spécialiste de la métaverse. Du 1.3, il a créé pas mal de trucs. Moi, tu peux... On aura toujours quelque chose de toute façon à lui reprocher parce qu'on veut le sortir. Binance, c'est asiatique. FTX, c'était américain. On ne peut pas laisser dans les mains des Asiatiques autant de pouvoir sur la crypto-monnaie. Moi, je pense qu'il s'est toujours bien battu, qu'il a toujours bien fait les choses. Il a jonglé sur différentes juridictions dans le monde pendant un moment. C'est ce qui lui a permis d'être un des plus gros exchanges, le plus gros exchange. On lui reproche d'avoir blanchi de l'argent. Mais bon, si on a un peu d'expertise, on peut s'apercevoir que tous les exchanges crypto ont blanchi de l'argent, in fine. Donc, on n'a pas plus de choses à lui reprocher qu'on pourrait reprocher à un autre CEO d'un autre exchange. Mais dans les faits, on lui reproche d'avoir blanchi de l'argent, d'avoir participé à du financement de terrorisme. Ah ouais, carrément. la Total. Là, ils lui ont mis un mandat d'arrêt international. Non, il va passer au tribunal. Il devrait payer 50 millions de sa poche. Binance est condamné à verser 4 milliards. Et il risque 18 mois de prison. Je pense qu'il y a un arrangement entre lui et les États-Unis. Il sort de Binance, il laisse la place à quelqu'un d'autre. On donne le contrôle de Binance aux Américains. Et puis voilà, tout ira bien pour lui. Et la Chine va pas le backup? Va pas essayer justement de... C'est une sorte de proxy war entre la Chine et les États-Unis via Binance. Donc ils vont pas forcément... ils vont pas essayer de l'aider à sortir de... Ils vont se laisser sortir du jeu comme ça? On verra. Il est sorti là, ça y est. Il est sorti. Je ne sais pas s'il y a quelque chose de prévu derrière. Il faut savoir que CZ est quand même à Dubaï. Il a gagné beaucoup d'argent. Voilà, c'est quelqu'un qui aime bien la fête. Je ne sais pas maintenant s'il veut juste prendre une retraite et se retirer de tout ça et peut-être faire autre chose plus tranquille, moins dangereux. Ou peut-être que oui, il va se lancer dans une nouvelle aventure, rester sur sa ligne. Et créer un exchange aussi puissant que Binance, mais j'y crois pas une seconde. Maintenant, il est dehors et je pense qu'il veut prendre sa retraite. Il veut pas ce stress au-dessus de sa tête toute sa vie. Ouais. Après, à la fin, des fois, il faut savoir jeter des bonnes cartes. Ah, ça te dire. Là, je sais pas que... En fait, il faut savoir que Binance, il fait partie des numéros... Je crois que c'est le numéro 2 au monde qui possède le plus de Bitcoin. Est-ce que je me trompe? Je pense qu'il y a les États-Unis. Non, c'est Satoshi Nakamoto, là, j'ai oublié le nom. Non, il possède... j'ai vu en fait un classement tout à l'heure. Donc c'est le numéro 1, Satoshi. Le numéro 2, je crois que c'est le gouvernement des États-Unis. Et le numéro 3, c'est Binance. Et après, tu as MicroStrategy, c'est le numéro 7. C'est très dur à savoir ça, parce que tu sais, par exemple, moi je peux avoir 1000 wallets.
et tu sais pas que ces 1000 wallets m'appartiennent. Si tu additionnes le nombre de bitcoins sur ces 1000 wallets, peut-être que j'en ai plus que Satoshi Nakamoto, qu'il y en a 1 million sur un wallet. D'accord. Donc je ne peux pas répondre à cette question. C'est dur à tracer, d'où le succès de cette coin, enfin de la crypto de manière générale. Si vous n'êtes pas lié via un KYC à un exchange, c'est compliqué de placer une identité sur le détenteur du wallet. Parce qu'in fine, l'adresse de réception, l'adresse publique, c'est juste une série de chiffres, de lettres. Si demain, vous ne l'envoyez pas ou vous n'ayez pas ce wallet à un exchange sur lequel vous avez fait un KYC, Know Your Customer, c'est très compliqué d'identifier la personne derrière. Même s'il y a des solutions, par exemple, comme découvrir l'adresse IP derrière le wallet et remonter l'adresse IP de la personne et allumer sa caméra et voir qui est-ce qui est en train de faire les transactions. Ok. Et au sens plus large, parce que on l'a dit brièvement au début, tu es un spécialiste du Web.3. Et nous, comme tu le sais, nous, on est plus dans l'immobilier. Mais il y a beaucoup de gens parfois qui comparent ces deux types d'investissements, crypto et immobilier. Toi, qu'est-ce que tu en penses, toi, à titre perso? Je pense que la crypto est beaucoup plus volatile que l'immobilier, c'est mon point de vue. Ouais. Même si à Dubaï, on voit que ça peut descendre et monter beaucoup plus vite qu'en France, par exemple. Ouais. Comparer ces deux choses-là, c'est dur. L'immobilier, c'est du réel, quoi. On est dedans. La monnaie digitale, c'est quelque chose qui se balade. C'est pas palpable, quoi. Donc, c'est assez compliqué. On verra avec le Web3 ce qui va se passer, mais je pense qu'in fine, on arrivera à lier des assets du monde réel, comme c'est déjà en train d'être fait, mais c'est pas très très répandu, comme par exemple un immeuble, et on divisera la propriété de cet immeuble en plusieurs NFT. Qui seront des assets digitaux, en fait, qui justifieront qu'on possède 1% de cet immeuble via la blockchain. Peut-être même qu'on supprimera les trustees et les notaires dans un futur proche, puisque finalement, la blockchain servira de titre de propriété, de confirmation pour les transactions, pour justifier qu'on soit propriétaire de ce titre de propriété. Ouais, c'est vrai que Dubaï, ils avaient être inviolable, la blockchain. C'est vrai que Dubaï, ils avaient commencé à rentrer dans ça. Mais je pense que vu que on est parti en bear market, on baisse quoi. Ils ont freiné un peu ce développement de crypto. En fait, même il y a eu beaucoup de business à Dubaï. Donc c'était il y a 3 ans qui commençaient à parler en mode oui, on va mettre ça dans la blockchain, on va mettre ça dans la blockchain. Donc même DP World, il faut savoir que DP World, ils avaient commencé à faire des contrats sur la blockchain aussi encore. Il y a plein de business comme ça. C'est une des grosses sociétés de Dubaï, DP World. DP World, ouais. Donc il y a beaucoup de business comme ça qui ont commencé à rentrer dans la blockchain. Là, ils se sont calmés un petit peu. Ouais. Mais je pense qu'en bull run, d'ici peut-être 1 an, on ne sait pas en fait. On ne sait pas c'est quand le bull run. Il n'y a personne qui peut vraiment le dire. Il y en a qui disent que c'est maintenant, ça a commencé. Qu'est-ce que tu en penses, toi? C'est quoi déjà un bull run? Peut-être les gens ne savent pas. Bull run, c'est le moment où tu achètes quasiment n'importe quelle crypto et tout monte. C'est le moment où ça monte, quoi, en gros. C'est la montée. Ouais, je suis d'accord avec toi, Ben, c'est ça. C'est ça. Est-ce qu'il commence maintenant? Est-ce que c'est un bull trap, un piège? On pense que ça va monter, tout le monde achète, puis en fait, ça va redescendre. Rect. Position rect. Tout le monde attend le bull run au prochain halving Bitcoin, qui est au début de l'année prochaine. Mais s'il arrivait avant. C'est ça la magie de la crypto. C'est compliqué, quoi. Donc au final, il y a plein de facteurs que personne ne maîtrise. Il y a plein de gens qui se disent spécialistes de la crypto. Je pense qu'ils le sont un minimum. Je te fais pas insulte en disant ça. Non. Moi, ma spécialité, c'est l'anti-money laundry, la compliance, la régulation autour des crypto-monnaies. Je vais aider une entreprise à s'installer, à travailler avec des licences qui permettent de changer la crypto-monnaie en fiat et à faire les transactions sans se retrouver à un moment donné avec l'argent qui est gelé sur un compte bancaire ou même qui est gelé sur Binance. Parce qu'il faut savoir qu'il y a un protocole à suivre sur la blockchain pour respecter des normes anti-money laundry, alors qu'elles sont différentes entre Dubaï et l'Europe, par exemple. Mais c'est bien d'être préparé aux Émirats déjà et de garder en historique tous les certificats faits par des entreprises privées qui font de l'anti-money laundry pour justifier la provenance des fonds et bien dire, attention, l'argent que j'ai posé sur mon compte Binance il y a 2 ans, c'était pour cette facture. Et quand j'ai contrôlé l'argent à telle date, l'argent était propre. Ok.
Donc voilà. D'accord, donc pour revenir à ce que je te disais, c'est marrant parce que je pense qu'il y en a plein qui vont. Je pense qu'il y en a beaucoup qui vont pouvoir se retrouver là-dedans. N'hésitez pas à commenter comme d'hab. Tout le monde maintenant, on va dire ces 3 dernières années, tout le monde a été amené à rencontrer quelqu'un qui se dit spécialiste crypto. Bien sûr, mais à Dubaï, c'est ça. Je pense qu'on a eu la vague crypto, on a eu la vague NFT, on a eu la vague métaverse, maintenant on a la vague intelligence artificielle. Vous avez ces personnes qui arrivent ici, qui sont rêveurs, qui s'accrochent à tout et n'importe quoi pour essayer de devenir millionnaires. Et la tendance en ce moment, c'est l'intelligence artificielle. Ils se plongent là-dedans. Là, on a le mining de crypto. Les gens veulent se plonger là-dedans, mais là, tout de suite, c'est plus des discours. Il faut aller sur le terrain, il faut visiter des fermes, il faut signer des contrats, il faut s'enregistrer, être régulé. C'est plus du tout la même chose. Il faut des fonds, il faut des vrais fonds. Là, on n'est plus dans le monde virtuel, quoi. Et il faut des vrais fonds, exactement. Alors, on peut convaincre des personnes d'investir dans du mining, mais il faut avoir toute la structure, la chaîne d'approvisionnement des machines, la ferme pour poser les machines et les équipes derrière qui s'occupent de l'entretien des machines. Donc là, un mytho qui surfe sur toutes les vagues, il ne peut plus. La planche, elle va casser, là. Alors voilà, le mec, il ne peut même pas monter sur la planche, il n'est même pas capable de s'en faire une. Ouais. Donc il reste là sur l'intelligence artificielle, et puis ils nous disent tout et n'importe quoi. Il reste dans la théorie, quoi. Oui, parce qu'ils essayent de vendre quelque chose. Et ils y arrivent, hein, malheureusement. Il y a des gens qui s'accrochent au fait, qui sont avares, qui s'accrochent au fait que, bah, tiens, ce mec a l'air complètement idiot, mais il me promet que je vais doubler mes bénéfices en lui laissant mon argent, je sais pas, en moins d'1 an. Bah, je vais lui faire confiance à lui. Quand il va tomber sur quelqu'un qui amène un projet concret, qui est rentable, peut-être sur du plus long terme, mais qui est vraiment rentable, bah, le mec va dire ces mecs ont l'air intelligents, mais quand même, attendre 2 ans pour récupérer mon fric. Donc voilà. Voilà les mentalités. Et de tout ce que tu as cité, c'est quoi, selon toi, qui est le moins viable dans les années à venir? Tu as cité la crypto, NFT, Web.3, non, crypto, NFT, métaverse, et tu as fini par l'intelligence artificielle. Tout est lié. J'allais dire. Tout est lié, donc tout va fonctionner ensemble. Tout va s'imbriquer. Tout est déjà presque imbriqué. Aujourd'hui, Web3, c'est du métaverse, des NFT, une technologie blockchain sur lequel circulent ces NFT, avec lesquels on va utiliser les métaverses à venir. Alors peut-être qu'on sera sur des sidechains plutôt que des blockchains complètement décentralisées. Des sidechains sont des blockchains qui peuvent être contrôlés par les créateurs, du moins en partie. Donc on verra, mais tout va être imbriqué. On utilisera peut-être la puissance de l'intelligence artificielle pour gérer tout ça et faire en sorte que la blockchain apprenne par elle-même, elle devienne complètement autonome. Et toi, tu vois ça... en fait, ma question était plus portée sur comment ça va impacter la vie de la personne moyenne. Parce que tu vois, justement, ceux qui vendent des formations à ce niveau-là, ils insistent sur le fait que ceux qui ne prennent pas le train maintenant de l'intelligence artificielle, c'est comme ceux qui ne l'avaient pas pris au moment de Internet, etc. Oui, parce qu'eux, ils vendent des formations. Voilà, ça que je veux te dire. C'est que souvent, avec Ben, parfois, on a des contradictions. Parce que Ben, lui, il croit beaucoup à la métaverse. Je ne dis pas de bêtises. Et... Ouais, moi je crois que la métaverse, c'est le futur. Si je peux résumer ce que tu disais, je vais dire, en fait, le Web.3, c'est la métaverse, c'est pareil. Web.3 et métaverse, c'est la même chose. Donc, achat de terrain, vente de terrain, les NFT et les gaming, etc. Voilà, tout est ensemble. Parce qu'après, la crypto, ça va te servir à payer ta vie parallèle. On appelle ça un usage. Un crypto usage. En fait, je m'y connais parce que j'ai pas mal passé de temps. J'ai passé des nuits et des nuits à apprendre. J'aime beaucoup apprendre des choses, donc j'ai passé beaucoup de nuits à apprendre ça. Et j'ai beaucoup investi aussi. J'ai beaucoup perdu aussi. Donc j'ai beaucoup appris. En fait, la crypto, les monnaies, dans un futur proche, ça va te servir à payer ta vie dans le futur. Mais toi, ça, tu crois vraiment que les gens ils vont mettre leur vie actuelle entre parenthèses et vivre leur vie en parallèle? Ouais, ça a déjà commencé. Les gens, ils peuvent bosser chez Starbucks, servir des cafés à des psychopathes qui sont dans la métaverse, qui passent la journée. Ah, mais ça représente combien de personnes en pourcentage? Je sais pas. Ilan, toi, tu y crois à fond? Bien sûr, bien sûr. De toute façon, c'est fait pour devenir comme ça. C'est une volonté de contrôler la masse. On n'a pas le choix, on rentre là-dedans. Le métaverse, heureusement ou malheureusement, je ne sais pas, la génération qui arrive est déjà habituée. On ne parle pas de métaverse, comme tu as dit, Ben, on parle de gaming. Ils sont là à vouloir acheter des skins sur Fortnite, sur Roblox, sur Call of Duty. Je
pense que 3 jeux que j'ai cités, il y en a moins que vous connaissez, Ouais, pour bien ceux sûr. qui nous écoutent. Ils vont arriver, ces gamins, à la majorité, ils vont rentrer dans la vie active. Ils auront peut-être pas tapé dans un ballon pendant leur jeunesse ou acheté le dernier skateboard ou je sais pas quoi, des choses qu'on aurait pu faire, nous, quand on avait leur âge. Ils seront déjà en partie initiés au métaverse. Ils auront déjà une activité économique à travers du métaverse. Donc demain, si le réseau social à en devenir méta décide, il a déjà fait un super test avec Instagram. Hein. Aujourd'hui, les gens préfèrent montrer peut-être une vie qu'ils n'ont pas réellement. C'est vraiment posséder quelque chose. Exactement, parce que c'est important que les gens pensent bien d'eux, ou je ne sais pas. C'est une histoire psychologique, ça. Je ne peux pas rentrer là-dedans parce que je ne suis pas spécialiste. Mais je me rends compte que les gens préfèrent montrer quelque chose peut-être qu'ils n'ont pas, ou plutôt que vivre le moment réel et se dire aujourd'hui je vais pas prendre de photos, je me balade près des fontaines, je profite du moment, c'est un super moment avec ma copine, je suis super content d'être venu en week-end avec elle. Non, là il doit prendre la nana en photo parce qu'elle veut montrer à toutes ses copines qu'elle était ici devant le truc. Si demain la nouvelle génération elle va encore plus loin, elle préfère montrer qu'elle a le plus joli skin sur Instagram, parce que peut-être on pourra acheter des skins sur Instagram, peut-être que ça sera plus Instagram, Meta va peut-être acheter une boîte qui fonctionne bien et pour eux ça sera pas choquant. Pour nous on se dira mais t'es ridicule. Nos parents quand ils nous voient prendre moi je le fais pas, mais quand ils voient les nanas, leurs filles prendre l'assiette en photo pour montrer aux copains, aux copines sur les réseaux sociaux, ça les choque. Nous, ça nous choquera quand on verra ces gamins arriver à la majorité, s'acheter des skins dans le métavers, c'est peut-être dépenser $400 pour une paire de baskets virtuelles, juste pour faire le malin, ou pour montrer, parce que c'est plus important de se montrer que d'être. Malheureusement, c'est ce que je vois. Et du coup, alors peut-être que je me trompe sur toute la ligne, mais peut-être que je ne me trompe pas et que, comme dit Ben, le métaverse, là, aura vraiment une place essentielle dans la vie de tous les jours. En fait, moi, je suis cinéphile. En fait, je kiffe les films. Je crois que c'est pas un secret pour ceux qui connaissent la chaîne. Ils savent que j'ai plein de films dans ma tête. et carrément, ma vie, en fait, elle est réglée quasiment, elle est régulée par les films. Et pourquoi j'ai ça ? Je dis ça parce qu'en fait, il n'y a pas un seul film. Essayez de penser à un seul film qui montre le futur positif. Un seul film qui montre le futur en 2200, 2300, un truc positif. Il n'y en a pas. Et généralement, pour ceux qui ont réalisé, parce que j'espère que vous avez réalisé, tout ce qui monte sur les films, c'est ce qui arrive en vrai. C'est les réalités. Tout ce qui se passe dans les films, ça arrive avec quelques années de retard ou quelques années d'avance. Donc, ce que j'ai remarqué, c'est que dans le futur, c'est un futur qui n'était pas très joyeux, pas très positif, entre guillemets. Et il faut voir dans la réalité. Vous savez, là, déjà, la qualité de l'air, que ce soit à Dubaï ou plusieurs pays dans le monde, elle commence à être vraiment pas terrible. Donc, ils disent qu'il y a un gars hier, il y a un spécialiste, il disait que quand vous êtes à Dubaï, faites pas d'activité à l'extérieur, restez pas trop à l'intérieur, regardez la qualité de l'air. C'est une cata. Et quand tu regardes la qualité de l'air, tu te dis merde, c'est vrai qu'on fait beaucoup d'activités à l'extérieur et tout, mais à la fin, on veut respirer. Et en fait, à mon avis, dans le futur, l'air, il va être tellement on va être sur Mars. En fait, on est sur Terre, mais on est sur Mars. Donc, ce qui veut dire que chacun il aura son petit robot qui pourra téléguider pour aller travailler, pour aller bouger, faire des courses. Chacun il aura ses petits avatars. Comme dans un film avec Bruce Willis, je ne connais plus le nom. Et je pense que là, on va vraiment rentrer dans la métaverse, dans le sens où on fera plus rien. On va rester chez nous, on va jouer au jeu et on va gagner de l'argent et on va devoir travailler dans la métaverse. Et, après, je suis un peu trop dark sur ça. Je ne sais pas combien de temps ça va prendre. J'espère que ça ne va jamais arriver. Mais on est en train de tendre là-dessus. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-nous. Voilà. Moi, je pense que c'est qu'une question de temps pour que ça arrive. Moi, je pense que c'est ce qu'ils veulent, mais entre ce qu'ils veulent et l'application, ils risqueraient d'avoir un... Tu vois, c'est comme quand tu veux faire du foie gras, tu gaves une noix. Tu sais, quand tu pousses trop pour un truc, après, ça devient... Il peut quand même y avoir une indigestion, tu vois. Je pense que c'est vraiment ce qu'ils veulent. C'est qu'ils veulent que les gens... la fameuse phrase « vous ne posséderez rien », c'est la fameuse phrase de Claude Schwab. Vous ne posséderez rien, mais vous serez heureux ou quelque chose comme ça. Ouais. C'est vraiment ce qu'ils veulent. Mais à côté de ça, il n'y a jamais eu autant de gens qui ont voyagé. Comme tu as dit, moi,
je pense que... Après, voilà, hein, pareil, moi aussi, je peux me tromper sur toute la ligne. Je pense qu'il y aura quand même un pied dedans, un pied dehors. C'est-à-dire que tu auras toujours les gens qui vont dans un endroit, se déplacer, montrer tout ce qui... Comme tu as dit, ils vont plus montrer que profiter eux-mêmes. Mais il y aura quand même toujours un déplacement physique. Et les deux, quoi. Un pied dedans, un pied dehors. Un pied dans le métaverse, un pied dans la vraie vie. Moi, je pense que, comme tu dis, oui, c'est vrai. Il y aura des gens qui veulent rester comme à l'ancienne. C'est des gens qui ont le blues de l'ancienne, genre sortir dehors, jouer au ballon, etc. Mais ils prendront un risque. Et de ne pas aller dans la métaverse, de ne pas bosser dans la métaverse, ils prendront un risque et donc ils vivront je crois, en marge de la société. Comme dans Demolition Man de Stallone. Demolition Man avec Sandra Bullock et Sylvester Stallone. Il y a un monde à part, ils sont tous en dessous-terre. Et ils vivent comme dans un métro, par exemple, et ils mangent des rat burgers. Ouais. Voilà. Non, Je pense que c'est ça le truc. Et les autres, ils vivent dans un futur avec des toilettes, ils servent des 3 coquillages. Ouais, allez, dis-la ta phrase. Dis-la. Oh, il sait pas servir des 3 coquillages. Mais après, je te dis, le truc, c'est que je pense que malgré tous leurs efforts, tous les efforts de Meta, des grosses boîtes comme ça, OpenAI, etc., il y a des choses que tu peux pas retirer, c'est la nature humaine. C'est-à-dire, t'as beau faire un monde parallèle qui est dingue, je pense qu'un jeune, un adolescent même, comme tu as dit, il n'aura pas connu ce qu'on a connu, ça va être quelque chose de totalement différent. Même ne serait-ce que l'interaction avec le sexe opposé, tu pourras pas le remplacer. Même s'ils essaient, je pense pas que tu pourras le remplacer. Un adolescent ou un jeune adulte, il voudra quand même toujours aller au cinéma avec une vraie meuf, quoi. Ou se balader, ou tu vois. Je sais pas, c'est compliqué. C'est compliqué. Tu vois, là, par exemple, Emirates, il y avait le Air Show là, à Dubaï. Ils ont fait une commande, je crois, de 59 Airbus. Tu vois, dans les années à venir. C'est que je pense qu'il va y avoir de plus en plus de gens qui vont voyager. Ça va être... Peut-être le monde, il va se couper en deux. Tu vois, il y a ceux qui vont rester ici, les autres qui vont abandonner, qui vont partir métaverse, full métaverse, quoi. En fait, quand ils disent aller vivre sur Mars, c'est pas sur Mars, c'est vivre dans le futur monde qui est la métaverse. Je pense. Mais tu penses pas, Ilan, qu'ils ont créé un monstre qu'ils n'arrivent pas à contrôler parce que à la base, c'est un outil de contrôle, tout ce qu'ils mettent en place. Tu tournes en rond, tu fais plein de virages et à la fin, tu reviens à ça. Ça sert principalement, c'est un outil de contrôle. Mais cet outil de contrôle, il sert aussi d'outil d'émancipation aux gens. Concrètement, pendant le confinement, tous les gens qui sont un peu complotistes et tout, qui ont été sur des sites, en gros, Internet, c'est comme si, je te dis, la bête leur échappa, en fait. Les gens, ils arrivent à voir que les gouvernements ils sont contre eux, etc. Tu vois, et en fonction de ces informations-là, ils contournent les gens. Donc c'est quelque chose qu'ils n'avaient peut-être pas maîtrisé à 100%, ça. Tu peux pas maîtriser Internet à 100%. Tu sais, ça restera toujours une minorité. Les gens, on en fera toujours ce qu'on veut. Manipuler les masses, ça n'a jamais été compliqué. On a voulu les faire fumer, les gens ont fumé, on a compris que c'était dangereux pour la santé. On s'est dit, attends, on va faire fumer les gonzesses. On a fait fumer les gonzesses. Ça, c'est impossible. Tu veux planter la graine de la manipulation dans le cerveau à quelqu'un, avec les médias, c'est super simple. C'est vraiment super simple. C'est ça que les gros milliardaires ils achètent des médias. Bien sûr. Et il y aura toujours une forme de résistance, heureusement, hein, dans tout, parce que si tout le monde était d'accord avec tout, sans réfléchir, là, je pense que beaucoup de choses seraient perdues. Même pour dire tout serait perdu. On serait vraiment dans une illusion extraordinaire. Il y aura toujours une forme de résistance, des personnes qui veulent voir autre chose parce qu'ils sentent que c'est pas normal, ils sentent que... Et en s'informant grâce à Internet, donc ils vont tomber sur des conneries, bien sûr. Qu'est-ce qu'on peut y faire ? Peut-être qu'il y en a qui vont rentrer dans des sectes aussi. C'est possible, qu'est-ce qu'on peut y faire ? Il y en a beaucoup qui vont se tourner vers la religion, ça on le voit. Et de plus en plus fort, quoi. Ça sera beaucoup moins doux. Mais... de là à penser que parce qu'il y a peut-être 1% de la population ou 0,1% de la population qui résiste à ça, ça va changer le programme. S'il y en a un de programme, j'y crois pas du tout. Demain, s'ils ont envie de faire naître une idée ou un mouvement dans une population, ils y arriveront. Ça leur prendra pas quelques mois, peut-être un an, mais ils y arriveront. Et on ne pourra rien y faire. Mais Meta, là, par exemple, ils ont pris du retard sur ce qu'ils voulaient vraiment atteindre. Quand ils ont démarré, là, on en parlait avec Ben il n'y a pas longtemps, par exemple, ils avaient utilisé les fameux terrains dans la métaverse. Tu pouvais être le voisin de Snoop Dogg, etc. Ça a pris, mais ça... Pour plusieurs millions. Ouais, c'est ça le truc. Les gens qui voulaient habiter à côté de Snoop Dogg, apparemment, ils devaient payer le terrain plusieurs millions.
Genre lui, il avait peut-être eu carrément un terrain quasiment gratuit par le gars qui l'a créé, le World là. Et à la fin, bah, tous les terrains qui sont autour, et même à plusieurs rayons, c'était des millions d'euros. Hein. Comment t'expliques que, par exemple, cette vague, elle n'a pas pris, je pense, autant que eux le voulaient? Parce que vous et moi, on n'est pas dans le métaverse. C'est les gamins qui sont dans le métaverse. C'est cette nouvelle génération. Il faut que le produit soit prêt pour la génération qui arrive. C'est eux qu'il faut capter. C'est eux les nouveaux consommateurs. Comment fonctionne l'économie? On a des consommateurs. Il faut produire pour que les consommateurs consomment. Donc on a besoin d'énergie. On a de l'énergie, on produit, on a des industries. Si demain on arrive à déplacer cette économie dans le métaverse, il faut produire des produits virtuels et faire consommer ces produits virtuels. On a déjà cette économie de marché qui arrive. Le seul truc qui bloquerait, c'est l'alimentation. Donc ça, on est toujours obligé d'avoir une économie réelle pour faire bouffer les gens. Mais autrement, vous et moi, on n'est pas dans cette économie virtuelle. Déjà, créer un truc aussi gros, ça demande énormément d'énergie. Il faut des data centers de fou parce que le métaverse, ça prend de la place, c'est incroyable. C'est pas pour nous. Par contre, commencer à le préparer pour la jeunesse qui arrive, ça c'est très intelligent. D'un point de vue business, c'est très intelligent parce qu'ils sont déjà formés à ça. Ils adorent Fortnite, ils adorent Roblox, ils adorent Call of Duty. GTA, même GTA, ils adorent GTA. Il y en a qui ont une vie parallèle dans GTA. Ils rentrent chez eux, ils restent 12 heures et ils sont dans leur vie parallèle sur GTA. Et tout ce marché-là, ils vont le prendre. Ils vont pas le laisser, ils vont se battre pour le prendre. C'est pas pour rien que McKinsey a investi dans le Web3. Ils sont tous persuadés que ces jeunes qui arrivent vont leur apporter un fric de dingue. Mais il faut qu'ils créent le bon métaverse pour qu'ils interagissent dans leur métaverse, qu'ils consomment dans leur métaverse. On verra si Mark Zuckerberg, s'il n'y arrive pas avec le fric qu'il a, peut-être qu'il achètera un truc qui fonctionne. Comme il a fait avec Instagram. Comme il a fait avec WhatsApp. J'imagine. Oui, il a tellement de capacité financière que ça peut aller puis beaucoup. Il est aidé. Hein. Bien sûr. S'il y a des concurrents qu'on ne veut plus voir, ça dégage. Hein. Regarde, CZ. On ne veut pas le voir, on lui casse les pieds depuis quelques années. Bon, bah là, le mec, il pose sa démission. Ah. Et CZ de Binance, hein, je parle. Ouais, le NFT, à savoir que je reviens vite fait sur le sujet des NFT, il y a beaucoup de gens dans notre entourage, où on connaît tous quelqu'un, où ça nous est même arrivé à nous-mêmes, qui a perdu pas mal d'argent. Est-ce que on peut, avec la petite expérience, le petit recul qu'on a, est-ce qu'on peut considérer ça comme un flop? Non, pas un flop. C'est génial. Non-fungible token, la technologie est géniale. C'est génial. Mais c'est ça, justement... Non, je parle pas de la technologie en tant que telle. Je te parle de toute la vague de l'échange et du commerce qui s'est greffé autour de ça. Je te parle pas de l'idée de base, tu vois. Là, on en revient à tous ces gens qui ont navigué entre la crypto, après les NFT, après le métaverse, après l'intelligence artificielle. Ces gens-là ont vu qu'il y avait un truc à saisir. Il y avait des acheteurs, pour les citer des pigeons. Ils sont rentrés, j'en fais partie, hein, j'ai acheté beaucoup de collections, j'ai perdu du fric, parce qu'on spécule en fait. On n'achète pas ça parce qu'on trouve magnifique, on spécule. On imagine qu'il y a un autre gars qui va l'acheter plus cher que nous. Et le gars qui nous l'achète, il imagine qu'il y a encore un autre gars qui va... C'est de la spéculation. Il ne faut pas... En fait, je pense que les gens, à tort, ils pensent que le NFT, c'est juste une image et c'est de l'art. Non, le NFT, c'est une technologie, une capsule. À l'intérieur, on met de la data, on met une image. Mais on peut mettre aussi un titre de propriété. On peut mettre un visa. On peut mettre une identité. Vous voyez, c'est beaucoup plus large que ça, la technologie NFT. Alors, il y a énormément d'applications possibles pour cette technologie. Nous, on est resté sur l'art. Bon, bien sûr, il y en a qui ont profité. Tu faisais un peu de marketing, tu créais 1000 NFT que tu pouvais vendre $200, les 1000, calcul, hein. Et tu les trouvais. Bien sûr. Donc voilà, ce flop, c'est... Ouais, cette escroquerie qu'il y a eu autour des NFT, oui, ça c'est un flop. Et ça recommencera pas, je pense. Tu penses? Ah bah, ou alors les gens ont la mémoire courte. Mais... Parce que j'ai l'impression que tout ce qui est Web.3, c'est très sensible, comme même le monde actuel, le monde dans lequel on vit. Mais Web.3, c'est encore plus sensible à la réputation. Ça veut dire si la vague des NFT, ce qui faisait aussi la force du NFT, c'est
qui était derrière, qui le backup. Si tu as Logan Paul qui pousse cet NFT-là ou cette crypto-là, ben tu vois, ça grimpe. Si Elon Musk fait un tweet par rapport à ça, ça grimpe. Comme Snoop Dogg a fait avec Sandbox. Ouais, voilà. Tu as l'impression qu'il y a des braises, et plus la personne qui souffle dessus est connue, et plus le truc qui prend. C'est du marketing. Tu vois, ouais, non, c'est du marketing. Mais c'est pour ça que moi, je pense que ça peut reprendre. Les gens, ils ont la mémoire courte. C'est vrai. Les gens ont la mémoire courte. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ce qui donne de la valeur au NFT, c'est la usage. C'est comment on appelle ça déjà? L'utilisation. L'utilité, voilà, l'utilité. En fait, tu dis, quand tu achètes ce NFT-là, il te donne accès à des soirées de fous comme BY, Bored Ape Yacht Club. Quand tu as accès quand tu as un Bored Ape Yacht Club, tu peux accéder à des grosses soirées dans des yachts, à New York, à Paris, dans des grandes villes au monde, Miami, etc. Et donc, tu rentres dans une communauté. En fait, ça fait partie du bien de la pyramide de Maslow, c'est le besoin d'appartenance à un groupe, tu vois. Besoin d'estime et besoin d'appartenance, ce qui est super important. Parce que quand tu as atteint tes besoins comment on appelle ça? Les besoins primaires, physionomiques. physiologiques. Donc, c'est besoin de se vêtir. Quand tu as atteint ça et quand tu as atteint la sécurité, etc., et que tu es monté dans la pyramide, qu'est-ce que tu veux? Tu veux de la reconnaissance, de l'estime et appartenir à un groupe classe. Et le fait d'avoir un Bored Ape Yacht Club, c'est plus, ou un CryptoPunk, mais surtout Bored Ape. Moi, je connais plus les soirées de Bored Ape que les soirées de CryptoPunk. Et en fait, tu fais partie d'un groupe super classe, super coté, et voilà. Et en fait, maintenant, après, avec Super Malin, d'ailleurs, qu'il a fait X, là, tu pourras mettre la photo Ton NFT. du NFT. Donc, c'est vérifié. Donc, chacun peut mettre sa photo, vérifier. Enfin, sa photo, son NFT, vérifié. Et donc, quand tu vas commencer à parler et tout, tu vas plus prendre de la valeur parce que les gens vont dire ah ouais, le mec, il possède un. Et c'est déjà arrivé d'ailleurs. Tu mets ta carte de visite. En fait, le mec, il a un Bored Ape. C'est-à-dire que soit il l'a acheté, bon, il est chanceux, il l'a acheté au début quand personne connaissait, quand personne faisait confiance. Ça coûtait genre 2 ETH, un truc comme ça. Mais après, peut-être, le mec, il l'a acheté à 150 ETH. Ah, et surtout quand l'ETH était à $4000. Ça, c'est une Bugatti. 150 fois 4000, ouais, voilà, c'est comme tu montes ta Bugatti. Ah ouais, il a une Bugatti, c'est une grosse tête, le gars, tu vois. Et en fait, on rentre dans le monde du geek. C'est le geek qui a plus d'argent que le gros voyou, le balèze, tu vois. C'est la revanche du geek. C'est la revanche du geek. C'est incroyable. Hein. Qu'est-ce qu'il y a là? Qu'est-ce que t'en penses? Le geek qui a plus d'argent que le gros voyou, j'y crois moyen, ça. Tu sais, Zuckerberg, c'est un geek. Hein. Oui, non, mais je veux dire, c'est un voyou aussi. Ouais. Mais même dans les clubs Bored Ape, c'est sûr qu'il doit y avoir des gros voyous. Mais nous, on est, dans ce marché-là, on est soumis à la volatilité. En bull run, tout le monde gagne de l'argent. En bear market, tout le monde en perd, on ne vaut plus rien. Le gros voyou, il a son chiffre d'affaires, ça tombe toutes les semaines, tous les mois, tous les ans, et c'est constant. Donc la comparaison, elle est... Mais par exemple, ce que Ben vient de décrire là, par exemple, demain, moi je sors un projet NFT. J'ai les fonds pour, je fais appel à des personnes, tu vois, je prends Andrew Tate, qui est une sommité, qui est super connu, qui était l'homme le plus googlé de la planète. Je ne sais pas s'il est très connu d'ailleurs sur le marché, enfin sur les gens qui parlent français, mais pour les anglophones, c'est la personne la plus connue. Bref, et je fais une NFT, dont je le paye, il me fait la pub, etc. Et si tu veux, le langue marketing, j'en crée que 100 ou 50. Et ça te permet de rentrer dans un club privé. Limite, c'est une franc-maçonnerie via le NFT, quoi, tu vois. Mais après, comment... Est-ce qu'il y a une régulation qui me bloquerait à ne pas en faire d'autres? Tu vois, c'est comme... Je te dis ça parce que je fais un parallèle avec l'immobilier. C'est comme quand certains promoteurs ils disent « Ouais, là, il y a... Ça y est, c'est sold out. Il n'y a que ça. Il en reste que 10. Jetez-vous dessus. » Donc, les gens sont comme des dingues, se jettent dessus. Et 2 semaines après, tu vois, il te sort soit un nouveau projet qui lui ressemble, soit... C'est comme Damac. Hein. Damac Lagoon, il devait s'arrêter à 3-4 villes. Et tous les 3 mois, il rajoutait un cluster sur le thème de Venise... Portofino, machin, Malte, etc. etc. Donc, comment un mec qui crée une NFT, il peut être bloqué à ce qu'il a annoncé au départ? On va se retrouver confronté au même problème que le monde réel, comme tu as dit avec Damac. Celui qui va faire ça, qui avait promis qu'il n'y aurait que 50 NFT et qui commence à faire un petit dans le dos à sa communauté qui a acheté les 50 NFT, il va perdre en crédibilité. Donc, est-ce que c'est intéressant pour lui de le faire? S'il veut scammer, oui. Mais jusqu'où ça ira, je ne sais pas.
Mais on a exactement sur le même problème que dans le monde réel là-dessus. On pourra faire signer des contrats, prendre une régulation à Bruxelles, prendre une régulation à New York, prendre une régulation à Hong Kong, à Singapour, pour essayer de se protéger un maximum. Le plus important, c'est la confiance que le consommateur mettra en toi, in fine. Parce que tu pourras toujours lui faire un truc, tu pourras être poursuivi en justice pour ça. Tu pourras toujours lui faire un truc, un petit dans le dos, quoi. Ok. Et selon toi, c'est quel pays le plus avancé en Web.3 ? C'est la Chine ou c'est un autre ? En termes de consommation régulière, tous les jours, ça veut dire que ça a vraiment pénétré le quotidien des gens. La Chine, ou le Japon, peut-être. l'Europe, non. Chine, Europe, et peut-être États-Unis. Aussi l'Amérique du Sud, tout arrive en même temps. Je sais que l'Amérique du Sud, notamment en Argentine, à cause de leurs problèmes de monnaie, c'est les rois de la crypto. Même le Brésil, le problème qu'il y a, c'est que quand tu peux pas avoir de compte bancaire facilement et que tu as besoin de t'échanger de l'argent et que le mec, tu peux pas lui donner du cash parce qu'il a 25 km de chez toi, la technologie blockchain, c'est une solution, quoi. Donc on voit beaucoup en Amérique du Sud les gens utiliser la technologie blockchain. En Argentine, on voit parce qu'il y a une inflation de dingue et la monnaie perd de la valeur tous les jours, donc on est obligé de trouver quelque chose de plus stable, donc par exemple du Bitcoin. Le pays le plus avancé là-dessus, les plus gros consommateurs, j'ai pas de vue sur l'Asie, je ne sais pas, mais de ce que je vois en Occident, on est de gros consommateurs. Gros consommateurs Web3. Et on s'en rend pas compte parce que, comme je disais tout à l'heure, un gamin qui joue aux jeux vidéo, déjà, il faut avoir l'argent de se payer le jeu vidéo. C'est pas, en Afrique, tu vas pas voir tout le monde sur Fortnite. Peut-être que je me trompe. Peut-être que je juge mal, tu vois. Mais en Europe, en général, la classe moyenne a une console pour les enfants et les gamins sont déjà... Ouais. C'est vrai que Fortnite et Call of, c'est... Quand le moyen de paiement sera plus la carte de crédit, mais un wallet MetaMask, sur un jeu vidéo, ça y est, c'est du Web3. Tu as mélangé du métaverse, de la blockchain, de la crypto. Web3. Connexion, c'est plus une adresse mail, c'est ton wallet MetaMask sur un réseau social, Web3. Ok. Oui. Et j'ai une question pour Ilan et Ben, parce que moi je m'y connais moins que vous, pour le coup. Comment, pareil, on va revenir un peu au sujet des escrocs. Qu'est-ce qui, selon vous, détermine une bonne crypto ? Parce qu'il y en a plein qui disent oui, celle-là, tu peux y aller, c'est top, parce qu'il y a ça, et le mec, il te fait tout l'historique. Mais en admettant que ce soit vrai, en admettant que ce qu'il décrit, c'est vrai. Mais qu'est-ce qui rend, selon vous, une crypto potentiellement... qui la rend potentiellement un bon investissement ? Tu parles en termes de spéculation. Alors, moi, je conseillerais d'investir dans des cryptos qui sont liés à l'intelligence artificielle, qui sont nouvelles. Sur le prochain bull run, elles vont exploser. Il y aura des projets foireux parce que c'est tout neuf, ils font beaucoup de promesses, ils ne seront peut-être pas capables de tenir les promesses. Mais en attendant, c'est comme ça. Les gens vont surfer sur la vague et vont investir comme des fous sur toutes les blockchains liées à l'intelligence artificielle. Il y en a une que je peux conseiller, c'est BitTensor, Tao. Elle est encore toute neuve, elle a déjà fait x4 là en un mois. Je ne vais pas expliquer comment ça fonctionne, ça prendrait trop de temps. Mais c'est celle-ci que je conseillerais pour ceux qui nous écoutent. Attends, si tu veux, vas-y, tu finis ton point et après on passera à cette question d'expliquer Tao. Mais finis le point sur ce qu'il a dit. Et après, j'enchaîne je réponds à sa question après. Je réponds d'un point de vue spéculatif, il faut mettre ses billes dans une blockchain liée à l'intelligence artificielle. Ok. Merci. Ok, moi pour répondre à ta question, Abdel, ce que je pense, c'est que pour investir dans une crypto, il faut, alors si tu veux, enfin une crypto, c'est-à-dire NFT. Ouais, non, j'ai crypto. Donc c'est peut-être investir dans un écosystème. Donc en fait une crypto qui comme tu vois un écosystème, c'est-à-dire que qui est lié à quelque chose. Non, en fait c'est des gens qui ont créé une monnaie et tout autour ils ont créé d'autres monnaies. Et après, il y a une nouvelle monnaie qui viennent de créer il y a un mois, un truc comme ça. Et là, tu peux investir dans celle-là. Par exemple, Avalanche. L'écosystème Avalanche, il doit y avoir 200 projets, un truc comme ça. Enfin, X. Je ne sais pas, ils connaissent mieux que moi. Mais ils ont pas mal de projets. Je dis un chiffre X. Et toi, tu investis dans ce projet-là, tu prends moins de risques. Moins de risques en termes de... Tu sais, quand tu investis dans une crypto, surtout en altcoin, qui fait x10, x20, x30,
s'il a pas un écosystème, à la fin, le truc, il arrive à zéro et tu as tout perdu, quoi. Alors que si tu veux moins prendre de risques, et c'est à un certain âge, tu n'as pas envie de prendre trop de risques non plus, donc tu achètes une monnaie qui a un écosystème assez puissant. Une nouvelle monnaie dans cet écosystème qui a déjà pris de la valeur. Ok. Comme Avalanche ou tous les trucs. Bah, ETH, par exemple, ils ont aussi un gros écosystème. Mais bon, après, ETH, ça a déjà pris pas mal. C'est cher déjà. Polygon, etc. Matic. Et il y a plein d'autres écosystèmes comme c'est intéressant. ADA, il y en a qui le critiquent beaucoup, mais je pense que ça risque de marcher. Il y en a plein qui spéculent dessus, mais bon. Voilà. C'est des écosystèmes qui ont montré leur efficacité pendant un moment. Après, en bear market, ils ont tous perdu, comme il y en a pas mal qui ont perdu, mais qui risquent de remonter. Et si eux, il faut suivre leur LinkedIn, leur Twitter. Il faut rester en contact. En fait, tout ce qui est lié à la crypto et à la NFT, c'est beaucoup lié à Twitter. Ouais. X maintenant. Ouais. Et X, il est vraiment... voilà. Parce que la moindre annonce, tout est sur Twitter. Tout est sur Twitter. Donc en fait, si toi, tu veux vraiment réussir à faire un investissement qui avec le bon ratio, risque-reward, sans trop prendre de risques et gagner le maximum. En fait, le kata de l'investissement, tu vois. Tu veux réussir dans ça, moi, c'est ce que je conseille, c'est un écosystème qui a déjà pris pas mal, et toi, tu t'achètes la monnaie qui vient de créer. FTM, par exemple. Après, je sais pas si... Je connais pas vraiment le projet, mais je connais les investisseurs qui sont... Enfin, les gens qui sont derrière, entre guillemets. Et ils ont créé genre Tomb. Et Tomb, il l'a pas mal pris. Alors que, tu vois, c'est un écosystème. Et là, il est en train de créer d'autres... c'est le mec qu'on voyait, là, Phantom. avec ça... Ouais, le chinois, là. Qui marchait avec ça. On le voyait sur Dubaï. Ouais. Il y a Alec Monopoly qui est derrière. Il y a pas mal de monde qui sont derrière. Je peux pas dire que je le connais personnellement. On le voyait, on le croisait dans un hôtel, souvent. Ouais. Avec son garde du corps et une mallette. L'hôtel du... Burj Al Arab. Burj Al Arab. Quand on avait notre client, on était avec lui souvent. Notre ami. Notre ami Marco. Ouais. Et voilà, quoi. C'est le kata de l'investissement. C'est un écosystème, une monnaie qui a été créée il y a 1 mois, 2 mois. Et qui, vu que l'écosystème est monté, l'autre monnaie va monter aussi derrière. Ce que je comprends, Ben, de ce que tu dis, c'est que de manière générale, la crypto, c'est pas quelque chose dans lequel tu mets de l'argent et tu laisses traîner. C'est-à-dire c'est quelque chose, tu investis, mais il faut que tu sois à l'affût de la moindre info, parce que la moindre info, elle peut avoir un impact direct sur cette monnaie en question. En fait, oui et non. Il y a certaines monnaies où tu peux justement, ETH, tu peux juste l'être et fermer les yeux. C'est ce que j'ai fait. Moi, j'avais acheté ETH, il était à soit $75. Et il est monté à 4000. Mais malheureusement, je l'ai vendu 1 milliard de fois. Je l'ai racheté et revendu. Avant qu'il monte à 4000, j'ai fait les... Voilà. Et c'est dommage. Si j'avais perdu ma clé, ma wallet, si j'avais une cold wallet, et je l'avais perdue, je la retrouve quand il était à 4000, ça c'est le rêve en fait. Là, c'est ça, on dit ouais, le mec, il a investi quand il était à $15, ou le ETH par exemple, il était à $20. Ouais, mais tu l'as vendu après. Tu l'as vendu à combien? En fait, le rêve d'un investisseur, c'est quasiment un rêve fou. Hein. C'est perdre sa cold wallet et la retrouver quand plusieurs millions. Tu investis par exemple dans l'ETH. Moi, j'ai mis $12 000. Mais en fait, j'avais commencé à $1000. C'est monté. 200, le ETH était à 75. Donc 200, j'ai revendu, j'ai acheté, etc. Et plus j'injectais. Et donc après, je suis monté à $12 000. Et mon investissement, il est monté en 1 mois, je crois, ou 2 mois. ETH, il était monté à... J'en avais 22 ou 26. Je crois qu'il était monté à $70 000. De $12 000 à $70 000. C'est beau. Hein. Qu'est-ce que j'aurais dû faire? C'est revendre on appelle ça take profit. Revendre l'investissement initial, récupérer le capital et le remettre ailleurs, ou je sais pas, allocation, tu vois. Mais malheureusement, j'ai continué à truc. Et le jour où j'en avais marre, le bear market, et c'est remonté, j'ai fait n'importe quoi. Mais ce genre de crypto-là, est-ce compte sur le doigt d'une main, les cryptos que tu peux laisser dormir comme ça? Ouais. Les autres, c'est un boulot à part entière, en fait. C'est-à-dire, un boulot, c'est comme a dit Ben, il faut que tu sois... Ça veut dire, demain, tu mets sur une crypto et tu n'es pas à fond sur Twitter, sur LinkedIn, etc. Et tu vois pas que, par exemple, le CEO, il a été viré ou il y a eu un petit chamboulement. Toi, tu t'en rends pas compte et c'est en train de se casser la gueule, quoi. Ouais, c'est la news. Il y a beaucoup de news des cryptos qui sont délistés des exchanges. Et à la fin, quand ça se passe, la valeur de la monnaie descend vu qu'elle a moins d'attraction. Les gens sont moins attirés. C'est l'offre de l'achat, enfin de l'offre et la demande. Donc moins de personnes qui sont intéressées par cette crypto-là, moins d'attraction. Et je sais pas ce que tu en penses, Ilan.
Bon, moi, je pense que là, ça sert à rien de faire les spécialistes. On est en bear market, on va arriver en bull run. Peut-être qu'il a commencé. Tu prends le top 100, tu investis dedans, tu fermes les yeux. Il y a tout qui va monter de toute façon. Ouais, c'est ça, c'est tout qui monte. Et puis. Mais il faut sortir à court terme, moyen court terme. Ah bah, bon, il faut avoir un plan. Je pense que tu te dis, bon, moi, j'ai décidé de faire x10, je vends à x10. Si On appelle ça une exit stratégie. Derrière, Généralement, quand tu rentres dans une monnaie, il faut avoir une exit stratégie. C'est de sortir à un target. Mais ça, c'est super compliqué. Parce que Surtout si tu fais du. Après, il y a la nature humaine, là, pas tu du fais gain. du futur avec leverage, surtout x30. Là, il faut avoir une exit stratégie avant de rentrer dans une. Il faut être discipliné aussi. Quand tu dis que ça C'est monte, facile à dire, tu mais dis ouais, bon, je sors. peu, Quoi qu'il arrive, je sors. C'est le principe du casino. Ouais, c'est très très dur. Quand tu vois qu'en une journée, tu as fait x4, tu te dis putain, ça te démange de prendre les profits. Tu aurais attendu 6 mois de plus, tu aurais fait x400. Tu te dis, merde. Mais c'est... Alors moi, j'ai trouvé une parade à ça. On mine des cryptos. Ok. Donc là, il parlait de Fantôme tout à l'heure, Ben. On voit l'équipe derrière Fantôme, c'est la teuf, c'est les nanas, l'alcool, Mykonos, Quanti, voilà. Jet privé, etc. Donc ça donne une idée de comment va finir Fantôme. On se retrouve avec plein de problèmes sur l'année 2023 sur Fantôme, des hacks dans tous les sens, une infrastructure qui n'est pas maintenue. Parce que en fait les gars ont fait fortune et ils pensent juste à faire de l'oseille. J'imagine pas qu'ils avaient prévu de faire autant d'oseille. Les gars de Fantôme étaient au Burj Khalifa. Enfin, ils ont fait tout ce qu'il fallait en termes de marketing pour choper des investisseurs. Aujourd'hui, nous on mine du Caspa. C'est une crypto. C'est à peu près la même tech que Fantôme, sauf que l'équipe derrière c'est des chercheurs. Ils ont fait Harvard. C'est pas l'équipe, là, le chinois avec la mallette dans les mains, les meufs autour de lui, des mecs comme Alec Monopoly qui pensent juste à faire la teuf et qui vivent parce qu'il y a un super marketing autour d'eux. Ça n'a rien à voir. Et en fait, quand on mine, on reçoit l'argent quotidiennement, on le stocke sur un wallet. Et c'est beaucoup plus... Le process pour le changer, pour le vendre, est beaucoup plus long. Parce qu'on a investi de l'argent dans la machine, on se dit, il faut déjà que j'attende que la machine soit remboursée avant de vendre. Alors que si on avait investi le même montant dans la crypto-monnaie et que ça fait x2, on est tenté de vendre tout de suite. Et grâce à ce procédé, on a un plan déterminé. L'argent doit être conservé dans le wallet, le temps au moins qu'on rembourse l'investissement qu'on a fait dans les machines. Et en fait, on ne vend pas tout de suite la crypto. On n'est pas exposé à l'émotion du x2, x3, x4. On est là, on attend, on regarde. Et puis... En fonctionnant comme ça, nous, par exemple, des cryptos qu'on a commencé à miner mi-octobre, elles ont déjà fait x4. Voilà. Elles sont là et on n'y touche pas. Ah, c'est bien ça. Et pour moi, qui ai subi justement ces émotions pendant le dernier bull run, je trouve que c'est un truc génial, ces machines de crypto. Parce que demain, on va arriver en bull run, il y aura sûrement des ruptures de stock. J'aurai ma crypto, la machine sera amortie, j'ai un produit réel qui existe, que je pourrais peut-être revendre sur le marché secondaire. Et cette crypto-là, je l'aurais conservée, je l'aurais pas vendue tout de suite, parce que je n'aurais pas été exposé émotionnellement. En fait, j'ai déjà fait x2, x3, x4, je vends tout de suite. Il y a la FOMO. Exactement. Ah, c'est intéressant, c'est intéressant. Et du coup, j'ai une autre petite question, ou peut-être tu as déjà répondu dans la discussion, mais vous pourrez me dire, vous deux, c'est quoi qui est le plus important? Est-ce que la confiance qui est renvoyée par la crypto, au final, elle a plus d'impact sur sa valeur que la technologie ou les gens qu'il y a derrière. Comme tu as dit, toi, derrière la crypto que ce que tu es en train de miner, c'est des gens, c'est des chercheurs et tout, c'est des mecs qui ont un profil. Tu les verras pas à Dubaï. Voilà. Mais est-ce que, si tu veux, c'est ça qui importe le plus ou c'est la confiance? Moi, encore une fois, je fais un petit parallèle avec l'immobilier et Dubaï. Moi, je prends le pari, hein, c'est pas une news de dingue, c'est que dans beaucoup de cas, même très récemment, Dubaï, économiquement, ils sont pas si bons que ça. Même dans certains cas, ils sont en déficit et tout, tu vois. Mais ils renvoient une telle confiance. Ça a toujours été la méthode de ceux qui gouvernent Dubaï. C'est quoi qu'il arrive, on fait bonne figure. Et au final, ça marche. Qu'en fait, c'est comme un gars, même il a plus une thune, mais il est toujours bien habillé. Toujours bien habillé, bien parfumé, bien beau gosse. Tu te dis, ça va, ça a l'air d'aller pour lui. Donc après, il va rattirer des capitaux et au final, ça va vraiment aller pour lui. Mais... combien de fois, s'il n'y avait pas l'aide d'Abu Dhabi, tu dois le savoir, de toute façon, Dubaï aurait été je vois en direct. Hein. Voilà, tu vois. Et même maintenant, jusqu'à maintenant, ils disent que c'est pas l'Amérique, hein, façon de parler, c'est pas... Dubaï a encore des petits soucis au niveau... Je parle au niveau de l'État, là, des finances.
Mais tu viens à Dubaï, jamais de ta vie, ça te traverse l'esprit. Parce que tu as l'impression que tout va bien. Et c'est pour ça que je pense que l'immobilier marche aussi bien. Ce qui renvoie... Bon, d'accord, il y a des bons chiffres. Hein. Il y a les chiffres qui parlent pour eux, les loyers élevés, etc., les prix qui continuent d'augmenter. Mais il y a aussi ce truc de confiance. Dubaï inspire confiance. Tu vois ? Donc, est-ce que la crypto, si toi, tu fais tout bien, comme tu as dit, le gars de Fantôme, quand je dis tout bien, c'est tout ce qui est lié au luxe, tu renvoies une image de... Nous, en gros, derrière, il y a des milliards pour backup cette crypto. Est-ce que c'est ça qui importe le plus ou c'est vraiment les mecs qu'il y a derrière qui ne sont pas dans le glamour, qui sont dans le travail sérieux ? Pour attirer les capitaux, il faut du bon marketing. Même si ton projet est vide, il faut du bon marketing. Si on ne parle pas de toi, personne n'investira sur toi. Ceux qui dureront dans le temps, c'est ceux qui ont une vraie tech, pour moi. Hein. Mais bon, l'histoire m'a quand même prouvé que, in fine, les gens investissent sans trop savoir pourquoi. Ils entendent parler du projet, on leur explique qu'il faut investir et mettre l'argent dedans. Il y a une bonne exposition médiatique du projet, une super campagne marketing. C'est ça qui fait la différence. L'argent arrive, quoi. Et que le projet soit bidon ou vide ou non existant, l'argent arrive quand même. Ça, je l'ai vu. Ça reflète la débilité profonde de la masse, quoi. Alors, je suis désolé de parler d'être cru comme ça, hein, mais demain, vous et moi, les gars, on arrive avec un truc concret, avec un super business plan, et on explique des choses vraies sur notre projet. On est tous spécialistes dans ce qu'on va faire. On arrive, on présente le truc, mais par contre, retour sur investissement, il est de 4 ans. On nous jette à la poubelle. Il y a un guignol qui arrive, il a 0 compétence. Et comme tu as dit, il s'habille bien, il se parfume bien. Il a du charisme, il sait parler. Il va vendre un truc qui est complètement vide. Il promet un retour sur investissement en 6 mois. Il va se faire financer. Je pense vraiment que tu as raison. C'est le marketing qui compte plus que pour... après, dans le temps, si le projet est bidon, il coulera, quoi. Il finira par couler parce que les gens vont sortir. Enfin, à un moment donné, si on t'avait promis que le deuxième semestre, à la fin du premier semestre 2024, on sortirait ça, et qu'à la fin, rien ne sort, les investisseurs vont commencer à perdre confiance et sortir leur fric. Ok. Là, c'est les choses qu'on retrouve pareil dans l'immobilier. Mais bon, dans l'immobilier, les gens, parfois, ont pas de mémoire. C'est-à-dire, nous, on connaît des promoteurs qui ont fait des promesses de dingue et qui n'ont pas livré ce qu'ils avaient promis. Donc, grosse déception des investisseurs au moment, à l'instant T. Mais après, pareil, hein, grosse machine marketing, lavage. Donc, ce qui est derrière eux, c'est lavé. Comme une voiture balai, là, tu vois, ça passe, ça lave. Et les gens, ça prouve que les gens, ils sont très, très, très sensibles au marketing. Hein. C'est fou. Hein. C'est vraiment ça qui régit le... C'est triste parce que ça fait qu'il y a des cryptos qui sont mis en avant qu'ils ne méritent pas forcément. Après, comme tu as dit, ça, la vérité, on le voit sur le long terme, du coup. C'est intéressant, en tout cas. Je suis 100% d'accord avec ce point de vue-là. C'est le marketing. C'est ça qui fera, qui fera investir les gens. Si on n'en parle pas, personne n'ira dessus. Ça peut être un bijou de technologie, si on n'en parle pas, personne n'ira dessus. Putain, c'est ni triste, enfin c'est ni triste ni joyeux, c'est la vie qui est comme ça en fait. T'as besoin d'où la puissance du marketing, hein, bien sûr. La puissance du contenu. C'est quand tu dis le marketing, il y a plusieurs sortes de marketing. Tu as le marketing d'influence, c'est comme tu dis Logan Paul ou Snoop Dogg qui parle d'un truc et tout le monde monte. Tu as le marketing de dépenser sur des mecs ultra connus dans la finance, enfin dans tout ce qui est Mike O'Leary, tu sais, un multimillionnaire en Nasdaq et tout. Et après, tu as un autre marketing, et là, c'est le marketing qui est poussé par les communautés, les acheteurs. Donc, par exemple, on appelle ça les armées, Army. Okay. Genre XRP Army, ADA Army, genre l'armée des on a un pote qui est dans l'armée XRP. C'est pour ça que je voulais y venir. Petite dédicace. Il y a un gars, un pote à moi, je l'ai mis dans les cryptos, il me dit que c'est pas moi qui l'ai mise, mais c'est moi qui l'ai mis dans les cryptos. Le message est passé. Moi, je suis dans les cryptos depuis 2015. Après, c'est pas comme si j'avais fait des millions, malheureusement. et c'est moi qui l'ai mis dans ça. Et là, après, bizarrement, il est rentré dans la army des XRP holders. Et genre, il dit que le XRP il va arriver à $100, oui. etc.
Donc, Puis ça sera plus puissant économiquement que l'Europe. Non, mais c'est... Et après, quand tu commences à rentrer dans le détail, tu dis, ouais, mais si pour que le XRP il arrive, là pour info, je sais pas combien exactement, je sais pas si j'ai accès, mais en gros, le XRP il doit être à 0,50, j'ai pas le chiffre, entre 0,50 et 0,70. Et lui, il l'a acheté, je crois, il l'a acheté entre 0,70 et après il a baissé à 0,40, il l'a racheté encore. On appelle ça faire du DCA, ça s'appelle Dollar Cost Averaging, c'est d'acheter avec plusieurs paliers de baisse pour pouvoir réduire, en fait, ça, on appelle ça réduire sa perte quand tu as acheté trop haut. Quand ça baisse, tu achètes. Comme ça, quand ça va monter, ben, tu auras fait une moyenne à la baisse. Une moyenne à la hausse, je veux dire. Donc, qu'est-ce que tu en penses, Ilan? Est-ce que le XRP risque d'arriver à 100 $? Tu te rends compte de ce que tu me dis? Aujourd'hui, on est sur un token qui a 59 cents de dollars. On a un market cap d'à peu près 30 milliards. Pour que ça arrive, allez, on va dire qu'il est à 5 cents, ça sera plus simple, à 50 cents pour faire les calculs. Pour qu'il arrive à 100 $, il faut qu'il fasse x 200, pardon. Fait 30 milliards x 200. 30 milliards x 200, vous vous rendez compte de ce que ça pèse? Et sachez que le token XRP est un token inflationniste, donc ça veut dire qu'on en émet tout le temps. C'est-à-dire que la quantité qu'il y a aujourd'hui, elle est par exemple de 1000 tokens, peut-être que dans 3 ans, si elle fait x100 comme il dit, il n'y en aura pas 1000, il y en aura 3000. Donc il faudrait que ça fasse faudrait que le market cap fasse x 600 pour arriver à 100 $. 30 milliards x 600. Ouais, c'est de l'ordre de l'impossible. Mathématiquement, ça ne tient pas. Ouais, c'est spécial. Mais par contre, franchement, c'est le rêve. Hein. Nous, Est-ce que vu qu'il y a une armée pour XRP, une armée qui est puissante, parce qu'en fait, bon après, j'ouvre une parenthèse. En fait, il faut savoir que, voilà, ça c'est important parce que je parie, il y en a plein qui ne savent pas, surtout ceux qui viennent d'arriver dans les cryptos. Aujourd'hui, je me présente, je suis spécialiste en crypto. Non, en fait, j'ai investi, mais je ne suis pas spécialiste. Il est plus spécialiste que moi. Mais ce qu'il faut savoir dans les cryptos, c'est le marketing, c'est super important. Et en parlant de marketing, si par exemple vous avez acheté la crypto, je sais pas moi, ADA, genre personne n'en parle dans votre famille, dans le monde que vous, hein, mais d'un coup vous achetez ADA et vous commencez à liker une vidéo de ADA, une deuxième vidéo d'ADA, qu'est-ce qu'il va faire l'algorithme? L'algorithme va vous montrer que des vidéos qui disent que l'ADA c'est le numéro 1. Donc après, à la fin, vous allez vous connecter sur votre Instagram et pour vous, l'ADA, ça va être la monnaie que tout le monde connaît. Alors que autour de vous, vous allez demander ADA, non, c'est de la merde, c'est une crypto, j'aime pas l'utility, j'aime pas le système qui est derrière, etc. Le management, l'équipe qui est derrière, elle est pas terrible, etc., etc. Donc en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est des prophéties réalisatrices conscientes. En gros, vous allez sur Instagram, il va vous montrer que ce que vous pensez. Donc c'est pour ça que les gens qui ont investi dans XRP ou dans plein de monnaies comme ça, ils voient tout le temps XRP, ou quand je parle de XRP, peut-être ça peut être ADA ou je sais pas moi, n'importe quelle monnaie. Et ils pensent que c'est la monnaie qui va monter, que tout le monde achète. Alors que maintenant, c'est la monnaie de l'armée XRP ou de l'armée X de la monnaie. Et donc, voilà. Vous pensez réaliser quelque chose, votre prophétie réalisatrice, et en fait, non, c'est juste une confirmation de l'algorithme qui vous montre votre centre d'intérêt. Et voilà, c'est un truc super important à dire. Ah, mais c'est... Non, mais tu as raison, mais pour des market cap plus petits. Il faut qu'on commence. Si on a 100 millions de market cap, oui. Quand tu as 30 milliards de market cap, tu peux avoir toute l'armée du monde, tu n'auras jamais plus d'argent que les institutions, que les gouvernements. C'est impossible. Tu ne pourras pas manipuler. Même si demain, on est 1 milliard de personnes derrière XRP, on met 1 euro chacun, on rajoute 1 milliard au market cap. Est-ce que vous pensez que ça va changer quelque chose sur le prix? C'est pas nous qui pouvons faire quelque chose. C'est pas nous. Donc ça, c'est très bien pour des petits market cap, mais pour des gros market cap comme XRP, ça ne changera rien. C'est soit c'est adopté par toutes les banques dans le monde entier, et ça, j'y crois pas trop. Si ça arrive, et peut-être qu'on aura un truc qui pèse quelques centaines de milliards, de plus. Donc ça prendra 10. x10, si ça fait x10, on a 300 milliards. On est quand même au-dessus du market cap d'Ethereum à 300 milliards. Ah ouais, c'est vraiment, waouh, c'est cool, quoi. C'est chapeau. Celui qui a mis sur XRP, chapeau, il ne s'est pas trompé, il a bien étudié, il a comparé la technologie Proof of Gel de XRP avec les autres techs sur le marché. Il a dit, OK, moi je crois XRP, parce que la technologie, elle est bien plus avancée. Ils ont signé de super partenariats avec des banques dans le monde. Et en plus, l'équipe derrière XRP, elle est géniale, quoi. C'est des bosseurs, les mecs. On parlait de fantôme tout à l'heure, voilà, quoi. C'est pareil. Toi, tu confierais ton argent à un chef d'entreprise qui est là, avec la manette remplie de cash,
deux nanas sous le coude Non. comme ça. Enfin, franchement. Non, t'as pas envie. C'est une caricature, on dirait. Non, mais- C'est un rigolo. Mais c'est ouais. même pas une caricature parce que tu l'as vu comme ça, le Je mec l'ai de vu. Non, on l'a vu, En on plus, l'a vu, on l'a vu plein tu de vois, fois. ensemble. c'est même pas caricaturé, ce sont des faits. Vous l'avez vu de vos yeux. Avec Et un ce garde du mec- corps qui le suit partout. Après, c'est aussi une question aussi de bon sens. Mais en tout cas, c'est le rêve de toute société d'avoir une armée comme ça qui se bat. Après, pour quand ils toi. pensent, regarde, quand ils pensent. Ah, Même comme si pour le mec. GameStop, ouais. Pour GameStop, ils ont sauvé GameStop. L'armée GameStop, C'est dingue. Hein. c'est incroyable ce qu'ils ont fait. J'aimerais bien avoir Tout le monde l'armée avait Marina shorté Imo. GameStop et ils ont sauvé GameStop, l'armée GameStop. Et quand tu dis, c'est déjà pas mal s'il monte à 10. Parce qu'à la fin, s'il l'a acheté à 0,4 Ouais, et il monte à 10 et il a Fait mis x20. x20, s'il a mis 40 000 $, on va dire, non, s'il fait x25 à 40, parce que j'ai déjà fait le calcul, 40 000 $ x 25, ça fait 1 million. J'aime bien les chiffres ronds, donc j'ai fait le calcul. Je fais, putain, si je veux mettre 40 000 $ maintenant sur une monnaie qui fait x25, ça fait 1 million. Et là, tu te dis, merde, c'est vrai que qu'est-ce qui fait 1 million cash dans ton compte en banque maintenant? Une entreprise, un business. Je mettrai un gros bémol parce que c'est la question à 1 million de dollars. Mais imagine-toi, tu mets 40 000 € ou 40 000 $ sur une monnaie, elle fait x25, ça fait 1 million d'euros, cash, net, dans ton compte. Ça, c'est incroyable. Ah, ça l'est. Parce que tu as beau avoir une entreprise. Nous, on a un pote à nous, d'ailleurs, salut, il va se reconnaître avec ce que je vais dire maintenant. Il fait genre 6 millions de chiffre d'affaires tous les ans. Mais le mec, il se met pas 100 000 € de salaire, quoi. De annuel. profit à la fin De de l'année. profit, enfin de salaire. Il n'a pas 100 000 € à travers 6 millions. Alors imagine-toi, tu as 1 million dans ton compte. C'est le rêve américain, on va dire. C'est ce qui fait rêver C'est tous les pour gens. hein. C'est pour ça, mettez 40 000 $ sur quelque chose. Mettez Casse. J'ai pensé en plus. Hein. Casse. Cass ou Tao. Tao. Pour moi, ouais. C'est quoi J'ai pensé à mettre 40 000 $ sur Casse. Achète des machines à miner. 24-16. T'en vends? T'en as à vendre? Ah, bien sûr. Bah, fais-nous la déballe, là, c'est le moment. Il y a peut-être quelqu'un qui va regarder, qui va vouloir en acheter. Bien sûr, bien sûr. On a des fermes, on vend on travaille avec des fermes, ce ne sont pas nos fermes. On travaille avec des fermes, on vend l'électricité 8 centimes dollars le kilowatt. Et à l'intérieur, y compris l'hébergement, la sécurité, la maintenance du matériel. Et c'est. Hein Oh ouais, non, j'allais dire, est-ce que tu as annoncé le prix? Mais oui, tu l'as annoncé. Donc En ça fait, que c'est- représente, pour une machine de 3500 watts, ça représente à peu près 200 $ d'électricité par mois. Une machine comme ça qu'on a acheté. Bah là, on a eu une commande de 15 machines vendredi. Les machines se sont vendues à 8 800 $ pièce. Elles rapportent à peu près 5 000 $ par mois. Ah, c'est 15 machines là que t'as. Ouais. Parce que quand je t'avais vu, tu Vendredi. m'as dit 3. 7, après 5. Mais en fait, nous, on commande... Ça va vite, ça non, va non, mais vite, hein. c'est pas ça. Mais c'est ma partie à moi. Mais le broker avec qui je travaille, lui, dans sa partie, il en a eu 10. Donc on a fait une commande groupée. Ah, C'est pour les réduire prix, en le- fait, qu'on fait ça. Et elles sont où les Bon. fermes? À Abu Dhabi et à Allen. C'est quoi? C'est au travail avec panneaux solaires, des choses comme ça ou pas du Non, tout? non, 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 non. Non, non, on brûle pas du assez puissant. pétrole, du Non, gaz. parce que tu payes Ouais. 200. Combien Ouais. t'as dit 200 $? 200 € ou 200 $? Ouais, de 200 $ par mois 200 $ par mois d'électricité, Pour par une machine. machine de 3000... Enfin, Et 3500 c'est une machine watts, c'est qui- un sèche-linge qui tourne en continu. Et- hein. et, C'est en et- termes de C'est consommation. combien pour une machine qui mine? Tu m'as dit que. Alors, dis-moi combien et combien tu reçois après? Avec le taux de maintenant de. Bah, de aujourd'hui, là, une machine, bah, là, Ça- elles sont montées à... Parce qu'on a quelqu'un qui voulait Karim voulait nous commander entre 5 et 10 machines lundi en fonction du prix. On lui a annoncé les nouveaux prix de la machine, parce que les machines, il faut que monter. C'est l'histoire de l'offre et de la demande. Machine à miner, c'est une boîte métallique avec des cartes ASIC dedans, des ventilos. Ça coûte pas très cher à produire, mais plus on en demande, plus elle coûte cher. Moins on en demande, bah, moins elle coûte cher. Donc là, tout le monde en a demandé, parce que cas, ça fait x3 en 15 jours. Et on a proposé les machines à 9 200 $ lundi. S'il en commandait au minimum 5. Et puis, non, il a dit qu'il allait réfléchir. Donc, pour une machine à 9 900 $, à l'heure où je parle, elle rapporte à peu près entre 4 800 et 5 400 $ par mois. Ok. T'enlèves l'électricité, donc t'enlèves 200, et voilà. Ok. Si tu vends le token au jour le jour, si tu conserves le token, peut-être que le token fera encore x3. Moi, j'y crois. Enfin, même, nous, on est sur une base, on veut que le token fasse
Fois 50, on a rentré, il faisait 44 cents. Donc nous, on veut qu'il fasse fois 50 à partir de 4 cents. Donc là, aujourd'hui, au prix où il est, il faudrait qu'il fasse fois 15, fois 16 pour qu'on respecte notre plan d'investissement. Donc si tu achètes maintenant, tes $5 000, tu attends et tu penses comme nous qu'on va atteindre fois 50 à partir de 40 cents. Enfin, tu multiplies ces $5 000 par 17. Là, c'est plus les mêmes chiffres. Voilà, donc soit tu vends tout de suite tes $5 000, soit tu attends 1 an et demi et on ne s'est pas trompé, c'est une crypto qui a de l'avenir, tu fais x17 sur les $5 000 que tu as touché au mois de novembre. Et il y a beaucoup de fermes dans la région? Ouais, oh là là, j'en ai visité pas mal. C'est quelque chose qui marche très très bien aux Émirats Arabes Unis. Et il y en a de tout, on a des fermes catastrophiques, hein. Il y en a qui s'improvisent, qui te montrent des trucs, c'est pas étanche, c'est une catastrophe, quoi. Il faut vraiment visiter les fermes, hein. Il faut pas faire confiance à quelqu'un, signer un contrat, poser ta machine et la laisser bloquer dans un truc qui est super sensible aux inondations. Et aussi Oman. Oman est en train de développer le mining. Ok. Et tu penses dans la région, c'est plus attractif qu'ailleurs dû au fait du faible coût de l'énergie? Ouais, c'est juste à cause de ça. Et la sécurité. Ouais, y a Enfin, pas de- tu vas pas voir des mecs venir parce que Vandaliser ou... piquer les machines. Parce que une ferme, tu as 4-5 millions de dollars de machines dedans, quoi. Enfin, tu laisses ça en France, faut mettre l'armée autour, quoi. Parce que c'est. C'est pas un petit mec avec son berger allemand qui va te surveiller ça. Ah bah non, mettre tu chien. peux pas, ouais. À mon avis, je suis sûr que l'Arabie Saoudite, elle va suivre. Parce qu'ils ont un espace de dingue. Et le coût de l'énergie, il est encore moindre là-bas. Donc, c'est quelque chose à surveiller. Bon, en tout cas, les gars, on a... Quelle heure il est là? On fait 1h30, je crois. On a fait 1h30. On est plutôt... On a 3 heures. Hein. Ouais, c'est vrai, tu me diras, on peut... Allez, bon, on continue. Hein. Tu veux continuer ou Ouais, moi, ça va. Et Ouais. allez, En fait, là, On voit pas le temps passer. on fait pas d'editing. Hein. C'est Ouais, tout c'est de direct, suite. on C'est continue. comme du live. Je sais pas pourquoi on fait pas de live, en Ouais, fait. c'est vrai. On aurait dû faire du live. Je sais pas comment on Peut-être fait tôt pour un peu installer là, un en live France, sur je sais pas. YouTube. C'est le soir, peut-être, je sais Il est pas. 15h, là. Il est quelle heure en Ah France? bah ouais, si les gens travaillent, ils ne Ouais, il est regardent midi, pas, là, non? En France, quelque chose comme ça. Mm. Mais en tout cas, intéressant. Très, très intéressant, même on pourrait faire plein d'épisodes. T'imagines si tu investissais dans Sandbox, ou Sandbox ou n'importe quel. Il y en a plusieurs. Mais j'ai oublié les noms. J'étais à fond dedans et vu que ça est parti en bear market, j'ai boycotté un peu. Enfin, j'ai un peu oublié tout ça, mais c'est vrai que si t'achètes un gros truc, tu vois, un gros. T'achètes un gros produit, un gros land, on va dire. Tu l'achètes maintenant, on va dire 50 000 dollars. Il faut être fou, hein. Et ça risque de monter à 1 million, 2 millions. Qu'est-ce qu'il y a? Personne va. Tu vois, Ouais, dans peut-être 10 ans, il va être à X. C'est uncapé. Hein. Parce que le land qui est disponible maintenant, sur la métaverse, il n'y en aura pas un deuxième. Tu vois. Donc ça peut faire c'est plus que l'immobilier. Après, comme disait Abdel, hein, si demain ils nous trahissent et ils décident de copier-coller ou d'agrandir la carte, on va se retrouver avec normalement 156 000 landlines de plus. Puis s'ils nous en refont 200 000 à côté, les lands deviennent inflationnistes, quoi. C'est comme ça. Plus t'en as sur le marché. Tout est une question de timing. Ouais, c'est vrai que par essence, étant donné qu'on ne sait pas du vrai land, tout est une question de confiance, quoi. Le mec, il peut annoncer ce qu'il veut, mais demain, il peut te faire des hectares dans la métaverse. Beaucoup plus joli, beaucoup plus attractif, parce qu'il y aura des grosses boîtes qui vont se mettre à côté. Donc forcément, quand tu as une grosse boîte à côté de ta land, tu as plus de passages, donc elle vaut plus cher. Et là, le truc que tu avais acheté 50 000 dollars au fin fond de la première lande, derrière une montagne... D'où le truc où, encore une fois, il faut être à l'affût. Parce qu'à la rigueur, même si ça arrive, le mec qui a été dans le bon timing et qui est sorti avant, ça va, il arrive à... Ah bah oui. Mais moi, je trouve que c'est ça qui m'a pas plu. J'en ai fait un petit peu. J'ai perdu un peu plus de 20 000 dollars sur Luna. Ça m'a bien refroidi. Ah ouais, voilà. Bien refroidi. Horreur, ça, putain, ouais. Et du coup, ce qui m'a gêné dans ce type d'investissement, c'est que c'est pas un truc... c'est du lait sur le feu, quoi. Faut être tout le temps à l'affût, tu vois. Tu peux pas genre laisser, tu te dis... Ouais, c'est pas fait pour les mecs qui ont beaucoup de choses à faire à côté. Non, faut vraiment être impliqué. Après, d'où
D'où les fameuses armées dont Ben parlait. C'est-à-dire souvent un mec il y a trop d'affect. Un mec qui a mis de l'argent dans une crypto, et surtout qui a mis un montant conséquent, qu'il ait perdu ou qu'il ait gagné ou qu'il est encore dans un moment entre les deux, charnière, tu vois, il va parler que de ça. Moi, je sais que j'ai esquivé certains potes, parce que le mec, il était bloqué sur un sujet, il parle que de ça. Il parle que de sa crypto, et il y croit, ça devient limite... Ça devient un dogme. Ouais, une obsession. Le mec, il est dedans, tu vois, je vise personne en particulier, là, mais on a tous croisé des personnes comme ça. Et tu peux pas leur reprocher parce que leur quotidien, ils tournent... Ouais, mais tu m'as compris. Leur quotidien, il tourne qu'autour de ça. Parce qu'ils ont... Je pense qu'il y a aussi de la peur. Mec, comme tu as dit, le gars, il rentre du taf, il ouvre son laptop et il est parti jusqu'au milieu de la nuit, quoi. Regarder un truc, regarder des vidéos, des machins. Un tel, il a dit ça. Un tel youtubeur, il a dit ça, machin. Il faut s'accrocher. Hein. Donc après, ta vie tourne autour de ça. Donc franchement, est-ce que... Moi, je sais que pour un gars comme moi, connaissant ma personnalité, ça ne m'intéresserait pas. Parce qu'après, tu rentres toi-même dans la métavers sans le savoir. Tu parles que de ça. Et il n'y a que ça qui... Tu vois, tu as la tête qu'à ça. C'est spécial. Non, mais moi, personnellement, je les évite, les gens comme ça. Il y en a tellement à Dubaï, on fait tellement de rencontres. Après, c'est peut-être Dubaï qui est un accélérateur. Tu as l'impression qu'il n'y a que ça. Et dans les autres pays, je sais pas, c'est moi, mais Dubaï, tu as beaucoup de... En France, non, on est dans un... Je pense que les gens... Plus terre à terre. Plus terre à terre, puis ils sont dans leur train-train. Ici, à Dubaï, pour moi, c'est 90% de rêveurs, peut-être 0,1% de millionnaires, des travailleurs, des machins, des trucs. Les rêveurs, ils ont que ça à foutre rêver, quoi. C'est malheureux. Ouais, c'est leur fuel, c'est leur carburant. Voilà. Pourtant, j'ai regardé les chiffres. Hein. Ils disent qu'il y avait 67 millionnaires à Dubaï. 67 000 67 000. Ouais, tu m'avais dit. Franchement, Sur combien de millions tu vas sur ouais, tu m'avais dit, Ben. Tu vas sur Google. Regarde, je vais sur Google maintenant. Je mets how many à mon avis, c'est trafiqué, ça. Millionaires in Dubaï. Tout de suite, je le fais. Dubaï. Voilà. 67 000 millionnaires. Tu peux zoomer sur la... Voilà. 67 000 millionnaires. Ouais, mais sur combien de millions d'habitants à Dubaï? 3 millions, quelque chose comme ça, un peu plus. Entre 3 et 7. Ça fait combien en pourcentage? Non, entre 3 et 7. Parce qu'en fait, c'est large, la fourchette est large. je dis 7 millions parce qu'en fait, quand moi je fais des pubs sur Facebook et Instagram, etc., et quand tu mets population de Dubaï, ça part sur 7 millions. Ouais, parce que ça touche même le mec qui est venu 3 jours, peut-être. On va dire 4 millions. 4 millions divisé par combien, tu m'as dit? 65, t'as dit? 62 millions? 67 millions. 67 millions. 67 millions de millionnaires sur 4 millions d'habitants. 67 000. 67 000. Roulement de tambour. Après, ça compte peut-être des gens qui ont juste leur adresse fiscale à Dubaï. Je suis pas loin. 0,016. Je sais pas si on peut ouais, tu me diras, ça tient la route en fait. Vu en pourcentage, ça tient la route. C'est 0,02% de la population. Ça me paraissait fou en chiffres, tu vois. Attends, send you shortly. Mais c'est vrai que Dubaï, ils ont fait un marketing tel que ça a attiré énormément de rêveurs. Franchement, c'est le... Je sais même pas si c'est... Dans le fond, je pense, en tout cas pour la ville de Dubaï, c'est positif. Hein. Parce que t'as que des mecs qui croient comme pas possible et qui se projettent et qui sont plus rationnels. Ils sont plus dans la rationalité, tu vois. Ils extrapolent tout. Ils extrapolent tout et c'est un peu... Ouais, c'est un peu un rêve éveillé. C'est un peu un rêve éveillé, Dubaï, pour beaucoup de gens. Moi justement, je sais pas si je l'ai dit dans des vidéos, parce que c'est vrai qu'on a fait tellement de vidéos depuis le début. Et c'est incroyable que vous dites ça, parce que d'ailleurs, ça me donne des frissons, sur la caméra. Tu fais une dédicace à qui? À Karim. Dédicace à notre ami Karim. Ça fait longtemps. D'ailleurs, ça me fait des frissons là, pendant que j'y pense. Notre Karim national. On t'embrasse. Ouais. En fait, moi, ça fait depuis 2009 que je suis là et j'ai essayé pas mal de choses. J'ai monté 5 trucs, plein de business partout. J'ai fermé, j'ai travaillé pour quelqu'un, des sociétés internationales. Après, j'ai relancé encore des business, relancé des business. En fait, Dubaï, je l'appelle le Hope Country. C'est le pays de l'espérance. C'est le pays du rêve. C'est Disneyland. Casino. Et je pense qu'on l'a dit dans des vidéos, mais je ne sais pas si je l'ai assez dit. Donc, les gens qui ne savent pas comment ça se passe, c'est ça. C'est en fait, à chaque fois que tu penses qu'il t'arrive des choses dans ta vie où tu dis « Ah ouais, si je faisais ça et ça fait ça, ça me rapporterait tant. »
Et donc, je pourrais finalement vivre comme les mecs qui vivent avec des Ferrari, des Lamborghini et tutti quanti. Ouais. Dubaï, c'est vraiment le pays des rêves. Et malheureusement, il faut... Enfin, malheureusement, heureusement, hein, parce qu'il y a des pays où il n'y a pas de rêve du tout, tu vois. Donc, je ne cite pas les pays, je cite pas certains pays, mais vous les savez vous-même. Des pays où il n'y a aucun rêve. Donc, tu ne vois pas des gens qui ont réussi à côté de toi, il n'y en a pas. Tu vois. Alors qu'à Dubaï, bah, tu as l'impression que tout le monde a réussi. On ne sait pas s'ils ont réussi dans le bien ou dans le mal. Ça, on n'est pas là pour juger. Mais Dubaï, c'est le pays du rêve, dans le sens où non seulement bah, y a le monde de la consommation, donc tu peux y arriver, tu peux y aller, tu peux dépenser tout ce que tu as. Et à côté de toi, il y a les gens qui ont réussi visuellement. Tu les vois rouler avec des grosses voitures, des gros trucs, etc. Visuellement, ils ont réussi. On ne sait pas ce qui se passe vraiment à l'intérieur. On ne sait pas ce qu'il y a derrière leur back-office, leur cuisine. Mais tu te dis, ah ouais, quand même, au moins il y a des gens qui ont réussi, donc je peux le réussir. Donc qu'est-ce que tu fais ? Bah, tu mets tout ce que tu as. Tu mets ton temps, ton énergie et ton argent sur des projets. Et t'essayes. Et t'essaies d'arriver à ce rêve-là. Dubaï, c'est le pays du rêve. C'est the hope country. Limite, s'il y a un mec qui peut écrire un bouquin, moi je pourrais écrire un bouquin d'ailleurs. Je pourrais écrire pour non seulement mon expérience à moi, de 14 ans, et l'expérience de certaines personnes que je connais qui ont gravité autour de moi. Il y en a beaucoup. Et le bilan financier, je te parle. Les bilans financiers, t'en penses quoi ? Bilan financier, c'est... Pas toi, je te parle... T'as pris un bon exemple, En général, bon, je vais parler un peu plus loin, les Anglais. Et à ce qui paraît, les Anglais, ils tentent leur vie à Dubaï. Il y en a beaucoup qui sont rects, comme le marché de la crypto. Ils ont fait des leverages, ils ont été rectés par le marché, liquidés par le marché. Et ils repartent en Angleterre à zéro. C'est ce qu'ils méritent. Non, je rigole. Et il y en a qui réussissent, entre guillemets. C'est rare, très très rare. Parce que pour réussir ici, il faut vivre en budget. Il faut être budgété. Donc en fait, si tu veux réussir à Dubaï, vraiment, il faut pas se laisser abattre par les achats non cognitifs, les achats qui ne sont pas planifiés. Donc tu peux te faire par exemple un truc super classe, un restaurant ou acheter une vraie voiture, mais il faut la budgéter sur un budget de 1 an, 2 ans. Il faut vraiment être planifié parce qu'ici, ça va très très vite. Ici, il y a tellement de choses que tu n'attends pas. Des 5% de dépenses par-ci, 10%, 20% de dépenses par-là, et tu savais pas qu'il fallait dépenser ça. Si tu as du pognon qui rentre tous les mois, c'est pas grave, tu les payes les 20%, les 10%, les 5%. Et quand je dis ça, c'est quoi ? C'est les amendes, c'est les frais administratifs, c'est ceci, cela. Je vais pas m'attarder là-dessus, je parle juste en général. Il faut vraiment essayer de budgéter tout au maximum et de savoir combien tu as de cash au cas où tu as un gros problème. Tu mets genre une certaine enveloppe au cas où tu as un gros problème. C'est la Emergency Fund. Mais si tu veux que je te dise, selon mon expérience, j'étais le seul à faire ça. J'étais le seul à budgéter. Et moi, quand j'avais mon taf, je bossais pour une société internationale en 2014, pendant 5 ans. J'ai fait un document Excel avec toutes mes dépenses par jour, mensuelles, et même les dépenses qui sont plus de 300 dirhams, elles étaient dedans. Enfin, je les rentrais. Et donc à la fin, je savais, avec un Excel sheet, je savais que dans 3 mois, j'aurais combien, dans 10 mois, j'aurais combien, dans 1 an, 2 ans, 3 ans. Je pouvais aller jusqu'à 3 ans, j'aurais combien si je continue à avoir le même salaire. Admettons, dans le monde de l'entreprise, une augmentation annuelle, c'est 5%. Sauf en période de crise. Et malheureusement, apparemment, toutes les sociétés, ils utilisent là pour un. Mais généralement, c'est 5%. Donc, si tu changes de poste, on te donne 12%, 20% peut-être si tu es lucky, et 30%, bah, c'est quasiment dans une autre entreprise. Donc, en fait, moi, je prenais juste le salaire que j'avais, etc., avec les dépenses, les petits trucs plaisir. Et donc, à la fin, je savais, dans 2 ans, 3 ans, j'aurais combien net dans mon compte. Et là, je vivais mieux psychologiquement aussi, plus stable. Et c'est vrai qu'en étant entrepreneur, tu fais rentrer 30 000, 40 000, 350 000, tu fais rentrer. Mais à la fin, si tu n'as pas noté, tu n'as pas fait ton Excel sheet, et d'ailleurs que je ne le fais plus, et ben tu ne sais plus tu es à combien. Tu ne sais pas ce qui se passe dans ta finance. Je gagne largement plus, je ne sais pas combien de fois plus qu'avant, sachant que j'avais un bon taf, j'avais un bon poste. Je gagne largement plus,
mais à la fin, j'ai l'impression de gagner moins. Ouais, parce que Pourquoi ? c'est plus aléatoire. Parce que je dépense sans compter tout. J'ai ouvert les valves, entre guillemets. Il faut savoir que juste pour la nourriture simple, par jour, je dépense $100. Et là, je compte pas les... Enfin, je fume plus la chicha. Donc, il n'y a plus de la chicha à l'époque. La chicha, elle est à 90 dirhams. Maintenant, elle doit être à 120, 150. Ça dépend si tu veux faire une bonne chicha ou une chicha normale de quartier. Mais si tu fumes la chicha, c'est $200 par jour. Donc, si tu fais une bonne chicha de carte de trucs, hein, Five par exemple, Five Palm, la chicha, elle est à 250 ou 200. Ça dépend. En plus, il y a même différents grades de chicha. Tu as des chichas 400, etc. Donc, on va dire, tu fais une chicha à 100, plus ta nourriture, ton petit-déj, il est à 60, et ton lunch, il est à 120 de bémol. Ton dîner, il est à 140. Un restaurant chinois, la Din Tai Fung, c'est 140 environ, 150, avec un petit thé. 2-3 courses avec un petit thé. À la fin, tu as $100. Et c'est pas des trucs de fou. Hein. J'étais à Dubaï, moi, j'étais mangé là, petit déjeuner et 2 cafés. Le café, il a 25 dirhams. Tu prends une petite tarte à côté, la tarte, elle a 25 dirhams. Ça fait 50 dirhams. Tu en as fait 2 fois dans la journée, ça fait 100 dirhams. À la fin, si tu calcules tout, ça fait $100. $100 multiplié par 30 jours, ça fait $3,000. Donc, tu dépenses $3,000. Enfin, je dépense $3,000 dans la bouffe, environ. $3,000 dans la bouffe. Tu vas voir que tu n'as même pas en plus de frais de scolarité, tu n'as même pas tout ça. $3,000 dans la bouffe. Additionner. Et la voiture, bah, ça va, j'ai une voiture, mais ceux qui ont pas de voiture, il faut qu'ils en louent une. Maintenant qu'il y a du monde à Dubaï, les prix de la location, il est monté quand même pas possible. Ah, c'est la folie. Genre la Nissan Kicks, elle est à combien ? C'est 3000, c'est presque... Ouais, c'est 3000 et quelques. 3000 et quelques, et c'est pas une boîte de fou. Hein. Si tu vas chez Dollar, avant on louait chez Dollar, moi je négociais à l'époque, j'avais une Nissan Sida, je la prenais chez Dollar Rent-A-Car. À l'aéroport directement, c'était intéressant. Tu la prenais à l'aéroport et le jour où tu te casses, tu la rends à l'aéroport, tu vois. À l'époque, quand je faisais genre 2 mois, 3 mois à Dubaï, je repartais en vacances, enfin en voyage en France. Mais du coup, Ben, vite à la fin, tu te dis merde, j'ai dépensé peut-être $6,000, $7,000 en un mois entre l'appartement, la bouffe, la voiture et les dépenses annexes. Petit parfum, petit truc, petit. Et sans les compter les voyages. Hein. Moi, je voyage beaucoup, donc à la fin, je dois dépenser, sans compter, je dois dépenser peut-être $10,000. Ouais, je pense. Par mois. On a un pote, Mathis, il avait fait ses calculs, il était à 10 000 par mois de dépenses. Ouais. Non, mais moi, la question que je t'ai posée, c'est dans les gens que tu as côtoyés, qu'est-ce qui... Parce que tu vois plein de gens qui arrivent au début, des projets, des machins. Au final, dans le concret, combien de personnes t'as vu arriver sur Dubaï et devenir entrepreneur à succès ? Je parle même pas de millionnaire. Entrepreneur à succès, c'est-à-dire... Alors, pour information, on a pensé à faire ça, un épisode, une émission en live. On voulait commencer à parler. Genre des gens qui nous contactent en live, qui nous disent, qui nous soumettent leur business model, pas leur business model, mais au moins leur idée de business. Et nous, on va leur dire tout de suite si oui ou non ça va marcher à Dubaï. Pourquoi ? Parce qu'on a tellement essayé de choses, on a tellement vécu d'histoires dans le business, des trucs de fou administrativement parlant, et des trucs de fou en business pendant 14 ans. Enfin, ouais. Et qu'on voulait faire ça. On voulait faire une émission où les gens ils viennent nous soumettre leur business et on leur dit tout de suite par A plus B, gratuitement. Et après, peut-être dans un prochain temps, on va commencer à faire payer ce service. C'est un service de consulting. C'est vrai qu'on n'est pas McKinsey, mais on est à côté. On en a vu, on en a vu. Pour le coup, franchement, on en a vu. Mais c'est intéressant ce que tu as dit sur... Donc en fait, en gros, les gens qui ont réussi, comme tu dis, à Dubaï, que je connaisse, qui ont réussi vraiment, etc., là, comme ça, j'en connais pas. Zéro. En 14 ans. En 14 ans. C'est zéro. Et j'en connais beaucoup. Hein. Je connais beaucoup de businessmen. En fait, ce qu'il faut savoir à Dubaï, c'est que le business, il a une durée très rapide. Pourquoi ? Parce qu'en fait, tout va vite ici. Ici, ça tourne plus vite à côté du soleil que d'autres endroits. Et c'est bien et c'est pas bien. Par exemple, toi, t'achètes une crypto qui fait x2, sors de la table, casse-toi. Tu vois. On appelle ça take profit. C'est prends ton bénéfice et casse-toi. Et ben non. À Dubaï, malheureusement, ils ont tout fait pour te garder. Disneyland, tu dépenses, tu fais le roi, mais après, ton business qui a fait x2 rapidement, et ben à la fin, il fait x0 ou moins. Ouais, et donc, tu quittes la table, mais tu as perdu tout ce que tu as investi après. Alors que si tu étais parti... Vous allez vous reconnaître. Alors, pour tout ce qui est service... c'est vrai ce que tu dis. Et là, je pense que c'est un podcast qui est super intéressant. Et je pense que ça peut être un trait. C'est que... Après, on dit la vérité, hein. On dit la vérité, il y en a plein qui vendent du rêve et il y en a plein qui sont en ligne, qui vendent du rêve. Nous,
on vend du rêve. En fait, on vend la réalité. Ouais. On vend la réalité. C'est rêve, mais c'est beaucoup cauchemar. Et là, comme ça, comme tu me dis, quelqu'un qui a réussi, qui a perduré, qui a réussi. Je parle même pas Moi, de réussite fulgurante. Hein. Je connais des gens qui ont pas réussi, mais qui sont en survie. Ils sont en survie, voilà, ils dépensent, ils vivent avec. Mais les gens qui ont vraiment, vraiment réussi comme ça, j'ai dit, j'en connais pas. J'en connais. Par exemple, nous, on est un exemple. Tu vois, on vend de l'immobilier. Maintenant, on fait que à travers notre chaîne. Ça marche bien. Les gens, ils nous contactent. Ils nous font confiance. Mais c'est pas comme si on était des milliards. Après, c'est ça le problème. C'est qu'à Dubaï, il y a différents degrés de richesse. Regarde, moi, la définition que j'avais dans ma tête d'entrepreneur à succès, je visais pas les millions parce que je savais, parce qu'on connaît en plus, on a pas mal de gens en commun, je savais qu'il y avait personne. Pour le coup, tu vois. Des personnes qui sont vraiment venues une vraie success story. Ouais, genre le démarrage de Zuckerberg, quoi. Ouais, voilà. Alors, il est arrivé, il avait 1 000 € en poche. Ça, c'est les États-Unis. Après, c'est du storytelling. Il est arrivé à 1 000 € en poche et il a fait quoi? Il a fait des milliards. Il n'y a pas, zéro. Alors, est-ce qu'un mec, il est venu avec 1 000 € en poche, il a fait des millions? Peut-être, oui. Mais est-ce qu'il les a gardés? Les Indiens, je pense pas. Ben. Tu as quelques histoires. Loulou, le mec que Loulou Market, là, est devenu millionnaire, c'est un des Indiens les plus riches. Danube. Ouais, Danube. Tu as quelques histoires. Après, Euro 24. Ouais. Là, on parle de l'immobilier, c'est ce qu'on connaît le mieux, entre guillemets. Non, t'as le mec de Aramex. Le mec de Aramex, qui a créé Aramex, un Jordanien, je crois. Le mec qui bossait pour Emar, Ellington. Ouais, le gars le directeur d'Ellington, le honneur canadien. T'as des... C'était un ex-CEO, enfin, il avait un gros poste. Des plus grosses boîtes du Moyen-Orient. Et maintenant, il a ouvert Ellington. C'est un des gros ancien CEO de Emar, qui a monté Ellington. Et c'est une success story. Mais c'est vrai que personnellement, comme ça, des gens personnellement, bizarrement, je n'en connais pas. Je connais beaucoup qui ont lancé des boîtes, mais ils vivent. Ouais, c'est de la survie. Ils survivent, quoi. En fait, ils vivent peut-être x2. Tu vois. Genre, un jour, ils gagnent x2. Donc, en fait, il met de côté, on va dire, la moitié. Il a un mois d'avance sur la fin. Ouais, non, peut-être plus, largement plus. Après, le truc, c'est que... Mais c'est pas des chiffres comme tu vois, comme ils font rêver, quoi. Moi, je suis là, je suis à Dubaï, à la base, je suis là pour m'enrichir, pour devenir pas multimillionnaire, on va dire, pour après repartir peut-être soit en France ou dans un autre pays et vivre la vie de l'Ève, tu vois. Et malheureusement, c'est pas ce qui se passe. Et selon toi, c'est quoi ton seuil que tu t'es donné ou pas, hein, peut-être il y a pas de seuil. J'ai plus donné de seuil. En fait, je sais pas ce que je fais ici encore. En fait, je suis arrivé ici, je me suis dit, je vais être millionnaire, je vais repartir en 2 ans ou 1 an. Et à la fin, ça fait 14 ans que je suis là et je vis bien, très très bien. Je vis très 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 bien. La preuve, je te dis combien je dépensais. Donc ça veut dire que je gagne combien, tu vois. Mais à la fin... Parce que la question qu'il faut se poser, Ilan, tu peux peut-être en témoigner, on côtoie plein de gens qui ont un train de vie qui ferait, à distance, ferait rêver plein de gens. Hein. Bah surtout, nous, on habite à Burj Khalifa, je te dis, on en connaît des rigolos. D'ailleurs, on a rencontré un gars l'autre fois. Grosse voiture. Le mec nous a dit quoi? Il possède, sa famille, elle possède la moitié d'un... Non, il possède un étage. Le Burj gars, Khalifa, le Bulgare. Il a dit qu'il possède un étage et qu'il a investi dans les cryptos il y a super longtemps. Et que, à la fin, tu fais les calculs de ce qu'il possède. Si c'est vrai, c'est un milliardaire, le gars. Oui, de toute façon. Le truc, c'est faut toujours poser la question, si tout s'arrête, qu'est-ce que t'as? Ça, c'est comme un match de foot. L'arbitre, il siffle la fin. Il reste quoi, concrètement? Si t'as pas de patrimoine... Pour moi, c'est comme ça que tu arrives à juger plus ou moins, pas le succès d'une entreprise, parce qu'il y a une entreprise qui peut bien marcher, mais tu vois, si tu arrêtes d'un coup, tu l'arrêtes en pleine ascension, ça peut faire mal. Mais concrètement, à titre perso, la fortune que quelqu'un est en train de se bâtir. Si tu dis, j'arrête là, j'ai plus de travail, mon entreprise s'arrête maintenant, il me reste quoi? Et si tu fais tu mets en place ce process, il y a plein de gens à Dubaï, ça va être, c'est la douche froide. Hein. C'est la douche froide. Je dis, Dubaï, c'est comme un tapis de course, mais faut pas qu'il s'arrête, quoi. Faut pas qu'il s'arrête. Si tu l'arrêtes, il y a beaucoup de gens qui tombent, je pense. Beaucoup de gens qui tombent. Je suis assez d'accord avec ce que tu dis. Depuis que je suis là, mon patrimoine n'a pas augmenté. Tu vois, si j'étais en France avec l'oseille que j'ai fait ici, il aurait augmenté, c'est sûr et certain. Puis on n'est pas tenté, on est tenté par rien. Puis on ne dépense pas 100 $ par jour de bouffe, ça existe. Ou alors je ne sais pas où on vit en France à ce moment-là. Mais, c'est vrai que si ça s'arrête maintenant, demain je génère plus d'argent, bah oui, c'est la douche froide. Ouais, tu vois. C'est la vraie douche froide. Mais le problème, c'est qu'à côté, c'est là où le cheikh a... J'imagine que c'est lui qui a mis ça en place. Après, ça tient tout seul. C'est qu'à côté de ça, les gens partent pas parce qu'il y a quand même une carotte ici. Quand je dis une carotte, c'est au sens propre, tu vois. C'est pas une arnaque. C'est-à-dire que les gens, comme tu as dit, ils font de l'oseille.
ils gagnent de l'argent. Ils en gagnent peut-être même plus que dans leur pays d'origine. Mais à quoi bon si à la fin, il ne reste rien, tu vois? Mais à côté de ça, vu que tu en gagnes, tu te dis, mais attends, si je pars, c'est vrai que je vais réduire mes coûts. Mais en même temps, si je gagne... Tu vois, les gens ils font des calculs, sans compter après ceux qui sont trop accrochés au lifestyle de Dubaï, tu vois. Mais il faut toujours... Moi, c'est une question que je me pose tout le temps. Si tout s'arrête, tout de suite, là, ou demain, qu'est-ce qui te reste? Est-ce que tu as de quoi te retourner, etc. Malheureusement, ça, c'est une question qui est très dangereuse à Dubaï. Parce que généralement, c'est pas fameux. Ah, tu signes la fin du match, C'est vrai. tout le monde est KO. Hein. Mais bon, Mais c'est comme il a dit Ben, c'est la machine, c'est l'usine à fabriquer du rêve. Ici, en fait, putain, on l'a dit, 1 milliard de podcasts. Mais, enfin, j'aime bien dire ce chiffre, 1 milliard. Ah. Là, on est à quoi? On a 42 podcasts, je crois. Je sais pas. Parce qu'après, il y a des vidéos, il y a des vlogs, il y a beaucoup de choses. Mais en fait, c'est vraiment ce qu'on a dit à chaque fois, c'est que ici, il faut vraiment pouvoir contrôler ses dépenses, etc. Malheureusement, quand tu es en France, tu n'es pas en contrôle de ce que tu l'es, mais inconsciemment. Tu vois, alors, tu vas pas dire non. Après, ça dépend, tu viens d'où, mais c'est vrai que Ça n'a rien à voir. Il y a la météo, t'es moins dehors. Tout l'hiver, t'es pas dehors. Chez toi, t'es tranquille, tu vois. En France, t'es chez toi, t'es tranquille, t'es content, ça va. En famille ou... Alors qu'ici, t'es chez toi, tu dis merde, je suis un clodo, je suis une merde. Et après, t'as envie de sortir, et là, quand tu sors, bah. Tu vois. C'est ça qu'en France, je crois que c'est pareil aussi. Hein. À l'époque, déjà, on me disait, quand je disais à un pote à moi, tu vas aller faire un tour et tout. Ah, j'ai pas envie de dépenser, tu vois, à l'époque, il disait ça. Il va se reconnaître s'il nous regarde. Mais c'est un vrai débat philosophique, ça. Et c'est ça que dès que tu mets un pied sur la porte dehors à Dubaï, c'est direct. C'est minimum, tu dépenses. Allez, je vais dire un chiffre. Ça dépend si tu as une voiture ou pas, ou si tu habites dans un endroit à côté. Mais généralement, tu vas à Dubaï Mall ou dans les grands malls en été. Et si tu vas aller à la plage, bah, c'est gratuit. Mais tu as envie de prendre un petit café, tu as envie de prendre un truc. Donc à la fin, dès que tu sors de chez toi à Dubaï, c'est tout de suite peut-être $20 qui sort. Mais il est préférable d'habiter dans un endroit qui te vend du rêve, même si au bout, il n'y a pas de concret et tu laisses des plumes, ou habiter dans un endroit où la machine à rêve, elle est cassée, mais au moins, visuellement, tu as l'impression que tout le monde est au même niveau. Ça dépend de ce que tu cherches, je pense. C'est une question personnelle ou c'est... Non, c'est une question générale, on va dire. Ah bah, ça dépend de comment tu es fait et ce que tu cherches. Peut-être qu'il y en a qui se cherchent encore et qui ne savent pas vraiment ce qu'ils veulent, donc ils doivent essayer les deux. Et ils choisiront la place où ils se sentent le mieux. Ben voilà, j'essaye de répondre. Ouais, non, j'ai aucune idée. Ouais. Et toi, à titre perso? Moi, à titre perso, j'aimerais bien pouvoir trouver un pied-à-terre moins cher que le Burj Khalifa et pouvoir voyager où je veux, quand je veux, sans me dire ah bah demain, putain, je vais pas pouvoir aller là-bas, je vais pas pouvoir aller dans ce restaurant, je vais pas pouvoir aller dans ce spa. Parce que j'ai pas l'argent, quoi. J'ai envie d'être libre. J'ai envie d'être libre, à titre personnel. Donc, tu peux me foutre sur un matelas gonflable dans un truc au milieu du Vietnam, mais dehors, c'est magnifique, je vais kiffer, j'y vais. Mais il faut avoir la liberté de pouvoir le faire. Pas être pris par ton travail, pas être coincé financièrement. Ouais, ouais. On en revient toujours à la même question, ça veut dire, est-ce que tu arrives à créer cette réalité-là pour toi ici? Parce que tu as l'impression ici, c'est comme pour certaines personnes, beaucoup, tu cours vers un objectif, mais l'objectif, il s'éloigne à chaque fois. Et c'est le temps qui court, qui nous rend sérieux. La vie nous a rendus plus merveilleux. Belle interlude. J'aime bien détendre l'atmosphère, parce que là, ça fait 2 heures qu'on parle. Il faut rendre un peu le truc plus fun. Elle était pas tendue, l'atmosphère. Non, t'es très détendu. Non, je commençais à vouloir pleurer. Non, ah non, trop négatif, truc. Là, Dubaï, c'est bien. Hein. Le GIR, il nous regarde, là. Non, c'était pas négatif du tout. Non, c'est vrai. C'est fou, le mec qui vient, dès qu'il parle pas, c'est de la merde, c'est négatif. Parce que, en fait, c'est l'énergie que vous avez dégagée, là. T'étais même pas là, t'étais sur Amazon, frère. Ouais, tu veux que moi je réagisse à ton énergie? Ça va pas être drôle tout le temps. Dis-moi. C'est... Ah ouais, je suis comme ça? Parce que moi, à l'époque, j'ai travaillé, machin, des trucs. J'étais une entreprise. Ah ouais, putain. Non, je ne sentais pas comme ça. Je voulais plus dynamique, moi. C'est pas vrai. Vandame. JCVD, petite dédicace. Ouais, faut se laisser aller. Faut être naturel.
En tout cas, venez à Dubaï. Hein. Venez à Dubaï, ça vaut le coup d'essayer en tout cas. En fait, voilà, c'est Hope Country et il y a des pays qui sont comme ça, linéaires, ils sont déjà morts. Tu vois, la Suède, la Finlande, les gens ils se suicident, le taux de suicide il est à X. Donc venez. Ils comprennent pas ce qu'on dit, mais en gros, des pays qui sont comme ça, plats. À la fin, t'as envie de rêver, t'as envie tu vois, t'as envie de vivre la vie de rêve, tu vois. Et Dubaï, c'est la vie de rêve. Par contre, c'est un coût. C'est tout est relatif, ça a un coût, mais quand tu mets en place ton Google Sheet, comme tu dis, tu mets ton salaire, tu mets tes dépenses, tu regardes tout ce que tu as à côté, la vie pour tes gosses, la sécurité, les services médicaux. Et je ne sais pas comment ça fonctionne chez vous en France, mais vers chez moi, c'est très compliqué d'aller chez le dentiste, c'est très compliqué d'avoir un médecin général. Tout est compliqué. Alors c'est moins cher, mais aussi on gagne beaucoup moins cher. Et quand on est ici, si on fait attention, si on n'est pas, comme dit Ben, on sort et puis on dépense $100 par jour, mais en fait, on vit très bien. On vit très, très bien même. Déjà, la vie avec un salaire, c'est différent. En fait, je pense que Ben, ce qu'il décrivait, c'est entrepreneur, ça peut être tendu. Mais salaire, si tu fais attention, tu es discipliné, c'est vrai que tu peux t'en sortir très bien. Surtout si tu fais ton Excel sheet. Moi, franchement, en fait, je commençais à regarder comment faire avec les cryptos à l'époque, quand j'avais un bon salaire et tout. Et comment je dépensais. En plus, moi, ce qui est bien avec moi, c'est que comme la société où je bossais, ils voulaient que je voyage tout le temps. Donc, à la fin, quand je voyageais, je dépensais que dalle. Tu vois, c'est eux qui payaient l'hôtel 5 étoiles, ils payaient le déplacement, les voitures et tout, ils payaient la bouffe, les bons restaurants et tout ça. À la fin, je dépensais zéro. Et quand je revenais à Dubaï, c'est là où la machine repartait. Donc, à la fin, c'est quand je dis oui, je gagnais X plus. Enfin, moins les dépenses de bouffe, de trucs que je C'était quoi, 2 semaines par mois à l'étranger? Ouais, minimum 2 semaines. Ouais, c'est trop classe. C'était minimum. Et des fois, je faisais 4 pays par mois. J'ai fait jusqu'à 5 pays par mois. Des pays qui n'ont rien à voir. Genre, j'étais au Kenya, Maroc. Et après, je faisais la Géorgie et la Jordanie. Et le Liban. Ou plein d'autres pays, quoi. Il y avait une douzaine de pays. Ah, quand même. Et à la fin, c'est bien parce que je gagnais de l'argent et en plus, je dépensais moins en dépenses à Dubaï. Quand j'arrivais ici, c'était que des vacances, en gros. C'était parfait. Mais là, quand tu es entrepreneur, tu gagnes bien de l'argent, mais à la fin, tu dépenses $100 par jour pour la bouffe. Et franchement, je le vois pas. Tu vois, c'est pas comme si, tu sais, en France, enfin, c'est vrai qu'en France, j'avais dépensé le lunch 2 fois, 45 €. Une fois à Neuilly, Durand Dupont, et une fois dans le quartier financier, là, dans le 9e, vers rue de Madrid, un truc comme ça, j'ai dépensé 45 € pour le lunch. C'est vrai que c'est cher aussi en France, tu vois, si tu veux te la faire. Mais là, je me la suis pas faite. Tu vois, j'ai Dubai Mall, des nouilles sautées aux crevettes. Non, mais à mon avis, pour les gens qui nous regardent, je pense que tu as des standards plus élevés que la moyenne. C'est vrai que je dis ça, mais franchement, regarde, on a trouvé un quartier chinois à Dubai Mall. Franchement, des bons dim sum et tout ça. Je crois que c'est 35 dirhams avec une soupe. Sérieux? Ah ouais. Avec une bouteille d'eau à 6 dirhams. Donc à la fin, ça fait 35 plus 6, ça fait 41. Bien. J'avoue, ça va. Bien. Ouais, 10 €, 12 €. Voilà, 10 €. Si tu veux, tu peux vivre. Mais c'est ça, quand tu veux te laisser aller, etc. En fait, tu veux vivre le rêve. Tu fermes tes yeux, tu es là. Et c'est le temps qui court. Et tu vois les trucs passer comme ça devant toi. Super Smash Bros. Tu sais, ouais, c'est là, c'est ça, Dubaï. À la fin, on n'est pas là pour compter, tu vois. Ça qui est chiant. Mais si tu comptes pas, bah, tu te retrouves à X ou à moins X. Ça qui est chiant, quoi, tu vois. Là, c'est compliqué, hein. Il faut trouver l'entre-deux, la bonne posture. Ouais. C'est technique. Ouais. Regarde, à la fin, là où j'habite, à Burj Khalifa, ouais, j'ai pris l'habitude. C'est plus waouh qu'avant. Quand j'y étais en 2018, la première fois, ouais, j'étais là, ouais, je vivais la vie de rêve, tu vois. Là, bizarrement, j'y suis, je sais pas. C'est ouf, hein. C'est pareil pour tout. Alors que, quand tu auras une Ferrari, je t'ai montré une photo là, dans mon parking hier. J'ai réussi et tout. J'ai pris une photo, genre une Ferrari à ma gauche jaune et une Lamborghini à ma gauche gold, en fait, en or. Les deux, et je prenais une photo comme ça. Je pourrais dire, ouais, bah, vous voulez réussir, prenez ma formation, vous allez réussir tout de suite. Regardez, moi, je suis arrivé ici, j'avais 100 €, et là, j'ai 2 voitures, une truc, et la même couleur, la même plaque. Ah, c'est fou, hein, si je veux faire ça. Nous, on ne veut pas de rêve, on est là, on vous dit la vérité. Donc voilà, si vous voulez acheter un appartement à Dubaï, là, on est en train de faire une aparté. Si vous voulez acheter un appartement à Dubaï, contactez-nous. Si vous êtes vraiment sérieux, vous regardez nos podcasts, on est là, on dit la vérité. On est des gens sûrs, des gars sûrs.
On travaille pour vous, donc contactez-nous. Vous voulez continuer ou... Je pense qu'on a fait 2 heures. On a fait le tour, je pense. On a fait 2 heures. Voilà, je pense que 2 heures de podcast, c'est pas mal pour vous. Si vous voulez plus, 3 heures, vous nous le dites en commentaire. N'hésitez pas à commenter. On est là, on répond à toutes les questions. Enfin, s'il y a des questions, on répond à toutes les questions. On répond aussi à tous les messages de comment on appelle ça, les messages gentils, tu sais, les gens, le support, les messages de support. On aime bien ça, ça gonfle notre ego. Donc on est là, ouais, on pousse nos muscles. Et Ilan, il est foutu. Ça, il a assez bossé aujourd'hui. Merci Ilan d'être venu. Merci d'être partager venu. ton De toute savoir. façon, on tournera bientôt encore. Et cette fois-ci, on va essayer de ramener Hugo. C'est un autre pote à nous de Burj Khalifa et lui, il a beaucoup de choses à dire, notamment dans le domaine généralisé de la vie. Militaire. Voilà. Dans le domaine militaire. Allez, salut à tous. Salut, ciao. Salut, ciao, ciao.